Il est bientôt 22 h, c'est l'heure du grand soir. Soyez les bienvenus au programme. Jusqu'où ira la lutte contre le virus? Le tour de vis semble avoir lieu bien plus tôt que prévu. Bordeaux envisage d'interdire de fumer dans la rue. À Paris, à Marseille, ces villes sont sous la menace d'un confinement partiel. Paris qui publie ce soir une nouvelle carte du port du masque à l'extérieur. Les zones ont été étendues. Les rassemblements de plus de 10 personnes pourraient être interdits dans la capitale si les gestes barrières ne sont pas respectés. Et pendant ce temps, le Puy du Fou a le feu vert pour accueillir 9000 spectateurs. Est-ce cohérent? Nous allons en débattre. Mais d'abord, il est pile 22 h et c'est l'heure du journal. Paris et les Bouches-du-Rhône sous la menace d'un nouveau confinement partiel passé en zone rouge, zone de circulation active du virus. La circulation virale s'intensifie en Europe et en France, mais le sort de l'épidémie est entre nos mains. Nous pouvons la freiner, fait savoir la Direction générale de la santé. Le nombre de cas de contamination ne cesse d'augmenter sur tout le territoire. 2846 nouveaux cas en seulement 24 heures, 27 nouveaux foyers de contamination et 18 décès supplémentaires. À Paris, on l'a dit, les zones où le port du masque est obligatoire à l'extérieur ont été étendues. Une nouvelle carte vient d'être publiée ce soir et s'appliquera dès demain. En zone rouge, les préfets auront le droit de prendre des mesures de restriction de circulation ou de fermeture de bars et de restaurants. À partir de demain, le Royaume-Uni impose à nouveau une quatorzaine aux personnes venant de France, aux grandes dames du gouvernement français et des touristes britanniques qui sont près de 160 000 actuellement en vacances dans l'Hexagone. Certains se sont pressés dans les gares, vous le voyez, dans les aéroports, aujourd'hui, pour ne pas rester bloqués en France. Au Liban, une deuxième victime française a été retrouvée à Beyrouth après l'explosion mortelle. L'enquête ouverte en France a été confiée au juge d'instruction du pôle d'accidents collectifs. Florence Parly était sur place depuis hier. La ministre des Armées a accueilli le porte-hélicoptère Le Tonnerre envoyé par Paris. À son bord, de l'aide alimentaire ainsi que des matériaux de construction pour rebâtir la ville. Hommage national aujourd'hui en mémoire des 6 humanitaires français tués au Niger. Une cérémonie en présence des familles de victimes dont les corps ont été rapatriés à l'aéroport d'Orly. La France tout entière porte le deuil, a déclaré Jean Castex, le chef du gouvernement, lors de son discours. On se retrouve dans un instant pour le débat du grand soir. À tout de suite. Bug Danny, revivez les aventures du plus grand pilote de la bande dessinée en édition collector. À chaque numéro, une aventure de Bug Danny et des bonus exclusifs. Le numéro 1, 1,99 € seulement. Oui, tout à fait, bien sûr. Absolument. Et jeune mimosa, si tu m'entends les bras. Vous avez passé une bonne journée? Plutôt calme. J'ai vu ça, ouais. Nouvelle B-Box Fibre avec Wi-Fi 6, la première B-Box verticale pour mieux profiter du Wi-Fi partout dans la maison. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Jérémia. Retrouvez le héros solitaire en édition collector. Dans chaque album, une aventure en grand format et des bonus exclusifs sur l'univers de Jérémia. Le numéro 1, 1,99 € seulement. Certains jeux ne sont pas pour les enfants. Alors, même sous votre surveillance, ne laissez pas votre enfant jouer aux jeux d'argent. FDJ
La crème de la crème des restos, c'est sur Just Eat, les gars. Téléchargez l'app. D'ailleurs, vous avez une alarme? Oui, on a fait installer Vérissure. Et la caméra, c'est pour? Bien sûr. Il la déclenche si quelqu'un essaie de nous cambrioler. Oui, et on peut regarder quand on n'est pas à la maison. On devrait vraiment se faire installer une alarme aussi avant de partir. T'as raison. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Vérissure. It's oh so quiet. You fall in love. Sing boom, the sky up above. Sing boom, it's caving in. Till it's over. And then... Le Bismarck construisait le légendaire cuirassé de la Seconde Guerre mondiale. Assemblait facilement ses pièces en métal et contrôlait ses lumières, sons et pièces mobiles. Le numéro 1, 50 centimes seulement. Vendez votre voiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Vendezvotrevoiture.fr. Estimez en ligne gratuitement, prenez rendez-vous près de chez vous et vendez rapidement. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Tu fais un truc, toi, demain? Oh non, demain, je bouge pas, là, je suis crevée. Ah, tu veux pas me prêter ta voiture? Ah ouais, mais non. Parce que je pensais que tu me parlais de demain 8. Donc, bah non, en fait. T'as une Volkswagen? T'as peur de quoi? On peut douter de tout, mais pas de sa Volkswagen. Et en ce moment, profitez de l'éco-prime Volkswagen de 3 000 €. Volkswagen. 3D, plongée, typé, croquer, savourer. Partagez des moments 3D à votre sauce. Le célèbre robot de votre enfance. Construisez le robot japonais le plus connu au monde dans une version géante inédite. Avec de nombreuses fonctionnalités, effets lumineux, pièces articulées, intérieur visible. Une maquette d'une très grande précision, facile à monter, accompagnée d'un manga inédit de Go Nagai. Le numéro 1, le fascicule et les premières pièces, 50 centimes seulement. Et vous, quelle cuisine so cook êtes-vous? So wow, so good, so bien vu, so cook, cuisine équipée. Grâce à Afflelou, moi aussi, j'adore changer de lunettes. Et avec Chin Chin et ses 2 lunettes de plus, j'ai des lunettes pour tous les jours, pour le soleil et pour le plaisir. Et oui, Sharon, c'est très utile d'avoir plusieurs paires de lunettes. Moi, c'est Afflelou. Chin Chin d'été, c'est 2 paires de lunettes de plus pour 1 € de plus. Et cet été, c'est jusqu'à Noël. Profitez-en. Dispositif médical CE. Vous connaissez le gazpacho al valle? C'est bon, hein? Un délice de légumes frais, parfaitement assaisonnés. Gazpacho al valle, votre plaisir d'été, 100% légumes frais. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Si vous nous rejoignez sur LCI, soyez les bienvenus dans le Grand Soir Place au débat avec Arnaud Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Communicant avec Dominique Bertinotti, bonsoir. Ancienne ministre de la Famille, Arnaud Benedetti, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et professeur d'histoire et de communication politique, William Tay, bonsoir. Bonsoir. Président du think tank Le Millénaire et le professeur Bruno Megarban à mes côtés, bonsoir. Bonsoir. Chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière, dont la parole est indispensable, vous le savez, en pleine crise sanitaire. Jusqu'où faut-il aller au nom de la lutte contre le coronavirus? La question est posée à l'heure où la propagation du virus ne cesse de s'accélérer. 2846 nouveaux cas en seulement 24 heures, 27 nouveaux foyers de contamination et 18 décès supplémentaires. À Paris, passé en zone rouge, la mairie a déjà décidé de serrer la vis. Les zones où le port du masque est obligatoire dans la rue ont été étendues. Une nouvelle carte vient d'être publiée et s'appliquera dès ce samedi matin. Vous la voyez, Paris-Centre, l'ensemble des quais, les Batignolles, Bastille, le Champ de Mars, la Tour Eiffel ou encore les Champs-Élysées, sans oublier les bois de Vincennes et les bois de Boulogne qui font partie de cette zone où le masque sera obligatoire à l'extérieur. En résumé, c'est presque la moitié de la capitale. Écoutez cette première réaction recueillie ce soir par Stéphane Iorgulescu. Je pensais que c'était dans tout Paris, donc ça me semblait plus simple, on n'avait pas à se poser la question, mais là c'est pas le cas, ça reste quand même des quartiers bien délimités.
Donc pour moi, non, c'est pas plus simple. Je vois pas trop l'intérêt en fait. Oui, professeur Megarban, comment faire compliqué quand on peut faire simple? Ne serait-il pas logique de dire on préfère imposer le port du masque à l'extérieur, à Paris, partout? C'est très probablement l'étape d'après. Donc effectivement, on s'attend à ce que si les chiffres d'augmentation de l'incidence des nouveaux cas se confirment, ce qui est très probable, notamment avec le retour des vacanciers vers Paris, eh bien que l'ensemble de la ville de Paris impose le masque en lieu ouvert. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec la personne qui a été interrogée. L'intérêt exact pour diminuer le risque de contamination est quand même contestable ou faible. C'est vrai que le coronavirus ne se cache pas dans un buisson dans le bois de Boulogne. C'est plus une mesure de précaution, on ouvre le parapluie, plus qu'une mesure sanitaire. Qu'en pensez-vous, Dominique Bertinotti? Écoutez, comme citoyenne, moi j'ai été soumise à des injonctions contradictoires. On a commencé au début de la crise par nous dire que le port du masque n'avait aucun intérêt, que c'était même pas utile, de toute façon on n'en avait pas, et donc vraiment là on a vu une explosion réelle du nombre de patients atteints du Covid. Après on nous a expliqué quelque chose que je trouvais très rationnel, qui est que dans les lieux clos, dans le cadre de non-respect de la distanciation physique, le port du masque avait toute sa légitimité. Et je pense que ça, effectivement, ce sont des gestes indispensables, mais que dehors, ça n'avait pas grand intérêt. Alors maintenant, on est entré dans une autre phase où on nous dit, finalement, dehors, c'est pas mal non plus. Donc, je pense que on continue dans des injonctions contradictoires, erratiques. Et moi, ça me fait penser, vous savez, on explique aux enfants que quand on crie au loup une première fois et que le loup n'y est pas, une deuxième fois et puis une troisième fois, puis on finit par ne plus y croire du tout. Et moi, je pense que c'est très négatif, très infantilisant, que de donner des injonctions très contradictoires, de ne pas expliquer aussi comment se fait cette comptabilité du recensement des nouveaux cas. Et je crains fort que ces mesures qui sont somme toute pas très cohérentes ne soient contre-productives. Oui, parce qu'on rappelle, et on l'a découvert grâce à nos confrères du Parisien et du Monde, que si vous êtes testé sur votre lieu de vacances, eh bien vous serez comptabilisé dans votre lieu de résidence et non pas sur le lieu de vacances, qui n'est pas très cohérent. Arnaud Stéphan, concernant le port du masque obligatoire pratiquement partout à Paris, est-ce que ça vous paraît cohérent? C'est d'autant plus surprenant que la théorie et la pratique ne sont évidemment pas au rendez-vous. Car il est extrêmement compliqué d'expliquer à des gens qui habitent dans certaines rues, de passer dans une autre rue, de porter le masque, de ne pas porter le masque. Nous sommes dans une période un peu particulière, puisque nous sommes au mois d'août. La capitale est relativement calme, et vide même, pour tout dire. Et puis, je ne sais pas comment vous allez expliquer à des gens qu'il faut porter le masque quand ils sont route de la Reine, en plein milieu du bois de Boulogne, et qu'il n'y a absolument personne. J'imagine qu'il y a forcément une raison derrière, mais cette généralisation de la règle jusqu'à l'absurde, je pense, va mener à l'absurde. Et quand on est à l'absurde, vous n'arrivez pas à avoir le consentement. Et ça, c'est un autre problème, parce que le consentement dans des lieux où il est nécessaire de porter le masque, là, ça va être compliqué de l'obtenir, parce que vous avez eu un discours complètement aberrant. Et la préfecture prévient, préfecture de Paris, Arnaud Benedetti, ce soir, les rassemblements et manifestations de plus de 10 personnes doivent garantir le respect des mesures barrières. Ils feront l'objet d'une interdiction si les organisateurs ne peuvent en garantir l'application. Cette série de nouvelles restrictions, le masque, les réunions de plus de 10 personnes interdites, est-ce que ça vous semble justifié ou est-ce qu'on va trop loin? D'abord, si vous voulez, on a le sentiment qu'on a des pouvoirs publics qui sont tétanisés, qui sont saisis par une forme de peur, de crainte, qui est liée vraisemblablement à la genèse de cette crise et qui fait que, in fine, ils sont dans une espèce de surenchère de
d'appel à la vigilance qu'ils avaient d'ailleurs délaissé au moment du déconfinement, parce que finalement le discours public a énormément évolué, au-delà des injonctions dont vous parliez. C'est qu'il faut se souvenir qu'à partir du déconfinement, c'est-à-dire à partir de la date du 13 ou du 11 mai, le discours qui était le discours officiel, c'est qu'il fallait absolument que la vie reprenne. Et maintenant, ce à quoi nous assistons, c'est un discours qui est un discours d'alerte, voire un discours alarmiste, qui consiste à dire attention, nous sommes sur une ligne de crête où tout peut rebasculer. Moi, je ne suis pas sûr qu'à ce stade, ce discours soit très efficace. Je pense que, très franchement, la situation n'est pas la même que celle que nous avons connue au mois de mars. Parce que finalement, pourquoi on a confiné au mois de mars? Parce qu'il y avait une tension sur l'offre de soins, essentiellement. La tension sur l'offre de soins, aujourd'hui, elle n'existe plus. On a confiné parce qu'on n'avait pas de masque, en l'occurrence, parce qu'on manquait de tests. Donc les infrastructures qui nous manquaient au tout début de la crise, aujourd'hui, quand même, elles sont présentes. Alors ensuite, il y a l'autre aspect, c'est de savoir si cette communication, qui est une communication alarmiste, est une communication qui peut avoir des effets sur l'opinion publique, et quels effets elle va avoir, surtout sur l'opinion publique. Moi, je pense que le discours qui consiste quand même à infantiliser en permanence les Français est un discours qui n'est pas très responsable de la part des responsables, parce que c'est de considérer que les Français ne sont pas responsables. Or, ils ont fait preuve d'un très grand esprit de responsabilité durant l'ensemble de cette crise. C'est vrai, mais on sent quand même un relâchement. Il y a un relâchement qui est... Et le professeur Garban en plateau pourra il y a un relâchement qui est lié... D'abord, un principe de base, le confinement, c'est quelque chose qui n'est pas socialement normal. Donc il est tout à fait normal qu'une société, quand elle retrouve le cours normal de la vie, elle se relâche un peu. En plus, on est en été. Donc il est normal aussi qu'il y ait une forme de relâchement. En été, il y a toujours une forme de relâchement, quelle que soit la situation. Alors aujourd'hui, elle apparaît en effet peut-être un peu plus forte parce qu'on a vécu une période de confinement. Donc moi, je ne suis pas du tout convaincu, en tout cas, de ce discours. Et je crains que finalement, on ait des effets qui soient inverses vis-à-vis de la population. Et puis, il y a l'autre aspect, c'est que à force de tendre la société, on va quand même avoir des conséquences économiques et sociales qui risquent d'être autrement plus dramatiques que la situation épidémique que nous vivons, même s'il ne faut pas non plus négliger le fait qu'elle existe. William T. En fait, on arrive petit à petit à une forme de progressivité des mesures. En fait, ils ont l'idée de mettre le masque obligatoire en septembre ou octobre. Tout le monde le sait qu'on va avoir le masque obligatoire en septembre ou octobre. Le problème, c'est que Emmanuel Macron et les autorités publiques n'ont plus la légitimité pour l'imposer, parce qu'il aurait dû l'imposer le 11 mai au sortir du déconfinement. Il aurait dû dire « je déconfine uniquement si tout le monde porte le masque ». Le problème, c'est qu'il n'en avait pas de masque à ce moment-là. Et puis, il était aussi lié par le fait de créer un choc de confiance dans l'économie pour permettre de repartir la consommation. Donc ça, c'est le premier élément. Moi, par contre, je suis beaucoup plus alarmiste quant à la situation de septembre à octobre. Le Conseil scientifique a dit que l'hypothèse de deuxième vague était beaucoup plus importante, était très, très probable en septembre ou octobre. Ce qui va se passer, c'est que pour l'instant, on est en août, on est plutôt en vacances. La transmission, mais le professeur le dira mieux que moi, c'est que les risques de transmission sont moins élevés parce qu'on vit beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quand il va commencer à refaire froid, les gens vont retourner à l'intérieur, qui vont commencer à se compresser, ils vont recommencer à retourner au travail, que les enfants vont revenir à l'école. L'hypothèse de cas de transmission est beaucoup plus importante. Quand on prend l'exemple de Mayenne, par exemple, qui est un exemple très intéressant, les foyers de contamination ont été brisés à cause des personnes asymptomatiques. Qu'est-ce qu'on a remarqué pendant ce mois d'août? C'est que les personnes, notamment jeunes, qui sont les personnes les plus asymptomatiques, n'ont pas respecté notamment les gestes barrières. Et si on prend l'exemple... C'était surtout dans des entreprises aussi. Aussi dans les entreprises. Bah oui. Donc quand on va avoir tout ça en septembre, l'hypothèse d'augmentation des cas est très élevée. Et moi, par contre, j'irai plus loin. Je pense que si le gouvernement dit ça, c'est parce que les capacités de soins ne sont pas optimales. Les gestes barrières ne sont pas respectés, pas partout. Les capacités de tests ne sont pas optimales, on n'a pas en quantitatif... On va y revenir sur les tests et sur le risque d'explosion de cas à la rentrée. Et on n'a pas assez de lits de réanimation. On en a 5 000, qui sont peut-être très bien, mais l'Allemagne en a 25 000. Donc nous, on ne peut pas se permettre, c'est-à-dire que s'il y a une deuxième vague, on est obligé de reconfiner complètement. Et je pense que le gouvernement fait toutes les mesures pour éviter de reconfiner complètement en octobre. Professeur Megerman, sur le taux de positivité à Paris, 4,14%, 2 fois supérieur à la moyenne nationale, qui est de 2,4%. Est-ce que cet indicateur est inquiétant face au virus? Ce chiffre paraît énorme, ou pas?
on va dire, il faut le relativiser. C'est-à-dire, il y a un mois et demi, il était quasiment de zéro. Il y avait très très peu de cas. Donc il a augmenté très progressivement. D'ailleurs, il prend une décimale tous les jours à peu près. Effectivement, il est un peu plus important à Paris, ce qui montre que le virus circule plus que dans d'autres endroits malgré tout. Nous, on le voit très bien dans les hôpitaux. Au moment du pic épidémique, il était quasiment de 100%. C'est-à-dire, en fait, toute personne qui venait pour une suspicion de Covid avait effectivement le Covid. Alors qu'aujourd'hui, il est plutôt effectivement de l'ordre de 4%. C'est-à-dire quand même, seuls 4% des personnes qui sont suspectes de Covid ou qui pensent avoir été en contact avec une personne porteuse du Covid, finalement, sont vraiment contaminées. Donc ça augmente. Donc c'est cette vitesse d'augmentation qui inquiète les autorités, mais ça reste encore bas. La lutte contre le virus justifie-t-elle toutes les privations de liberté individuelle comme celle de fumer dans la rue? Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, y réfléchit car l'OMS estime que fumer pourrait augmenter le risque de transmission. L'Espagne vient d'étendre l'interdiction de fumer dans la rue à l'ensemble du territoire. Écoutez les arguments de ce médecin espagnol. Pero está bastante claro que las microgotitas de agua que exhalamos, de saliva, de agua que exhalamos al respirar, flotan y se transmiten y son una de las fuentes de contagio del coronavirus. En un medio húmedo como es el humo del tabaco o los aerosoles de los cigarrillos electrónicos, estas gotitas también se pueden transmitir unos metros. Alors, professeur Megarban, est-ce que... Alors là, il y a peut-être des fumeurs qui nous regardent et qui sont sur ce plateau. Est-ce que vous pensez que la fumée de cigarette, là d'un point de vue médical, pas de pression sociale, est-ce que ça favorise la propagation du virus? Alors, on a un peu tout dit et son inverse sur le tabac. On a dit d'abord que le fait de fumer protégeait un tout petit peu du risque d'être contaminé. Je ne sais pas si c'est définitivement démontré ou pas, ça reste une hypothèse encore. Par contre, ce qui est clairement démontré, c'est le fait d'être tabagique, notamment tabagique de long cours, et si on est contaminé, on a une forme plus grave de Covid. Alors plus récemment, on a montré que le tabac et le vapotage étaient un facteur de risque de contamination des jeunes, et notamment de développer des formes symptomatiques. Alors c'est une étude qui est une enquête, donc le niveau de preuve est encore assez faible. Mais c'est vrai qu'il y a des hypothèses qui se forment. Alors maintenant, revenons pour voir de façon réaliste. Effectivement, si vous fumez, vous expirez votre fumée, vous allez faire un effort, donc vous allez l'expirer à plus grande distance. Donc effectivement, si on fume en groupe, on a plus de risques d'avoir des particules virales éventuellement qui viennent vers vous. Voilà. Donc si je suis... à la terrasse d'un bar, exposé à la fumée d'un fumeur, il vaut mieux fumer dans la rue. Il vaut mieux fumer dans la rue que de fumer à l'intérieur. Le fait d'interdire le fait de fumer, en dehors du fait que, évidemment, je ne conseille à personne de fumer. Mais c'est encore pire, vous voulez dire. Oui, c'est pire. C'est-à-dire pour moi, il vaut mieux fumer à l'extérieur que fumer à l'intérieur. Ça, c'est certain. On va partir à Barcelone, retrouver le docteur Philippe Emmanueli. Bonsoir, médecin. Et vous dirigez Médico del Domingo à Barcelone, qui est l'équivalent de SOS Médecins. C'est du délire, l'interdiction de fumer dans la rue, ou pour vous, ça a du bon sens? Écoutez, cette mesure, elle a été demandée par un certain nombre d'associations scientifiques qui ont mené un certain nombre d'expériences et qui ont mis en évidence qu'effectivement, il pouvait y avoir là une source de contamination. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une mesure de plus qui est inventée après les autres, alors qu'on n'en a pas du tout parlé jusqu'à présent. Et c'est une mesure probablement qui est de nature à nouveau à dérouter la population, comme le disait un de vos concitoyens, et qui effectivement, de mon point de vue, va contribuer effectivement à cette décrédibilisation de l'appel au loup. Et justement, comment réagissent les Espagnols ? Les Espagnols, si vous voulez, de toute façon, ils viennent d'apprendre la mesure, donc on en mesurera réellement la portée et la réaction dans les jours qui viennent. Un plateau, évidemment, tout le monde a envie de réagir. Il nous reste peu de temps, mais allez-y, Dominique Bertinotti. Moi, ce qui m'inquiète derrière cela, c'est qu'on crée un tel climat
anxiogène, c'est-à-dire qu'on conditionne les gens dans une sorte de peur, d'anxiété, s'ils bougent, s'ils font pas le bon geste, s'ils n'ont pas le bon comportement. Je trouve que c'est très dangereux pour notre démocratie, parce que déjà, on voit bien au travers des mesures qui ont été prises, il y a une restriction des libertés individuelles, et en plus, il y a une sorte d'accoutumance qui est donnée aux gens de vous bougez, il va vous arriver le pire du pire. Donc, je trouve qu'il faut arrêter sur ce développement du côté anxiogène et restrictif, parce que, alors, on va plus aller manifester, on va plus vivre, il va y avoir le risque zéro n'existe pas, mais à partir du moment où on sait qu'on va mourir. Il faut l'assumer, Arnaud Stéphane. On va d'autant plus l'assumer que, encore une fois, quand vous n'avez pas une histoire qui a un fil et qui est compréhensible par tout le monde, vous n'avez pas d'adhésion. C'est assez simple en vérité. Vous ne pouvez pas emmener les gens avec vous si tous les 5 minutes vous changez votre histoire. Et en plus, vous avez des parties de la population qui n'ont pas les mêmes intérêts. On se rappelle que, par exemple, à une époque, on avait dit il serait peut-être utile que les gens au-dessus d'un certain âge soient peut-être plus surveillés ou soient cantonnés. Alors là, levée de bouclier, tout le monde avait dit c'est pas possible. Très bien, c'est pas possible. Après, on fait un message assez curieux en disant les jeunes. Ça veut dire quoi, les jeunes ? Enfin, je veux dire, la politique, il y a quelques éléments en politique, mais généralement en politique, ce qui est important, c'est un peu la sociologie, c'est aussi un peu la géographie. On parle de quels jeunes ? On parle des jeunes dans la Beauce, on parle des jeunes en Alsace, ou on parle des jeunes à Barcelone. C'est intéressant de savoir, parce qu'en Espagne, par exemple, il y a une très grande consommation de cigarettes. Pour ceux qui connaissent l'Espagne et la Catalogne en particulier, je veux dire, on fume beaucoup. Est-ce que vraiment c'est une mesure de santé publique uniquement sur le Covid, ou on essaye aussi d'utiliser ça pour autre chose ? Moi, je suis toujours inquiet quand cette histoire change tout le temps. En 2 mots, si possible, William T, c'est le défi, avec Arnaud Benedetti ensuite. En 2 mots, moi je pense qu'il faut, contrairement, il faut être vigilant le plus possible, parce que c'est pas la communication qui est anxiogène, c'est le virus qui est anxiogène. Il tue le virus, tout simplement. Voilà. Vous ne serez pas d'accord avec Dominique Bertinotti? Non, il faut faire attention, on a un principe de précaution en France, qui est constitutionnel. Non, moi je partage assez ce qu'a dit Dominique Bertinotti, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a une situation, malgré tout, où on essaye de faire en sorte que les gens s'accommodent à des situations de contraintes qui sont des contraintes qui finissent par réduire à la fois les libertés individuelles et les libertés publiques. Et je pense que le débat a été insuffisamment posé à l'occasion de cette crise. L'impératif sanitaire reste un impératif, mais en démocratie, il y a quand même quelque chose qui est absolument essentiel, c'est la liberté individuelle et les libertés publiques. Et on y revient juste après la pub. Et je remercie docteur Philippe Emmanueli depuis Barcelone d'avoir réagi en direct dans le Grand Soir. A tout de suite. Le Grand Soir se poursuit, toujours en compagnie d'Arnaud Stéphane, communicant, avec Dominique Bertinotti, ancienne ministre, avec William T, président du think tank Le Millénaire, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et évidemment le professeur Bruno Megarban. Le Puy du Fou risque de nouveau de créer une polémique. Souvenez-vous, ces images de 12 000 spectateurs fin juillet, certes portant un masque, certes répartis dans trois tribunes distinctes et séparées par des plaques de plexiglas, mais elles avaient été très critiquées, ces images, jusqu'au fait que la direction du parc avait pris la décision de limiter la jauge de sa cinécénie à 5000 personnes. Mais ce soir, bis repetita, on apprend que le Puy du Fou pourra accueillir demain soir jusqu'à 9000 personnes. C'est bien plus que la jauge des 5000 spectateurs, ce grâce à une dérogation de la part de la préfecture de Vendée. Que les choses soient claires, ce n'est donc pas illégal, car la possibilité avait été ouverte par Jean Castex lui-même. Le Conseil a également décidé de prolonger jusqu'au 30 octobre prochain l'interdiction des événements de plus de 5000 personnes, avec la possibilité pour les préfets d'y déroger sous respect de vérification du strict respect des protocoles sanitaires. Professeur Megarban, ce n'est pas illégal, mais est-ce que c'est raisonnable ? Alors, je dirais, comme la lumière de
tous les médias se portent sur cet événement, je crois que les personnes qui ont donné les autorisations et les personnes responsables ont dû prendre la totalité des mesures nécessaires. Alors, à mon avis, la difficulté, c'est pas tellement lorsqu'on est assis dans le stade ou sur les gradins, c'est en fait lorsque les masses de personnes vont se croiser à la sortie, à l'entrée. Donc, c'est là surtout qu'il faut prêter une grande attention. Après, je dirais, on comprend aussi que pour pouvoir poursuivre la vie culturelle en France, et notamment des spectacles de cette importance, avec des coûts importants, il faut évidemment avoir des spectateurs. Donc, je dirais, pourquoi pas, mais avec prudence, évidemment, et de façon extrêmement contrôlée. Parole d'ex-ministre, est-ce que ça vous paraît cohérent? On est en train d'imposer le masque à Paris, d'imposer de nouvelles restrictions, et le Puy du Fou organise un spectacle de 9000 personnes. Il y a deux possibilités. Soit M. De Villiers a un système très très efficace pour contrôler toute forme de contamination, et auquel cas il faut qu'il en fasse bénéficier tous les organisateurs de festivals. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tout le monde des intermittents, qui est un monde sinistré économiquement, où les directeurs de festivals ne savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir refaire quelque chose. Et là, on s'aperçoit que sur un spectacle, moi je veux bien qu'on dise culturel, mais qui est aussi quelque chose d'économique, on laisse le préfet finalement prendre la responsabilité. Alors, donc, soit effectivement les propos du professeur sont très justes, c'est-à-dire que les mesures sont extraordinairement bien conçues, et il faut faire breveter cette façon de faire et le donner à tous les directeurs de festivals qui pourront aller jusqu'à 9000 personnes et les recevoir. C'est ça, parce que sans ça, c'est un traitement très inégalitaire. Au nom de quoi moi, je vois bien du contentieux naître, d'une décision dans un certain cas où on donne l'autorisation, dans d'autres cas où certains ne peuvent pas. Dans les stades à Paris, à mon avis, ça va faire réagir. Arnaud Stéphane. Oui, surtout que l'événementiel, par exemple, pour juste prendre un exemple, l'événementiel est un secteur très durement touché par cette crise du Covid. Il y a 300 000 emplois en jeu, et le milieu sportif, que j'ai bien connu, est aussi dans une grave situation, puisque quand il n'y a pas de spectateurs, la valorisation de vos partenariats diminue, et on a besoin d'argent pour avoir les meilleurs joueurs. Si vous n'avez pas les meilleurs joueurs, vous n'avez pas les résultats. Si vous n'avez pas les résultats, vous n'avez pas les sponsors, vous n'avez pas le public. Si vous n'avez pas le public, vous n'avez pas les sponsors. Bref, donc tout ça, ce n'est pas une bonne situation, on va dire, et en tout cas, ce n'est pas de bonne politique. Après, sur le Puy du Fou, c'est un spectacle en extérieur. Voilà, on revient là-dessus. Le festival l'été aussi. Oui, bien sûr, mais c'était un festival en extérieur, et de toute façon, l'ouverture de la possibilité de faire ça, le Premier ministre l'a faite lui-même. Il a dit c'est 5000 personnes, sauf si on donne autorisation. Ils sont dans les clous. C'est tout le problème de donner des règles, et que ces règles soient éventuellement adaptables. Voilà, soit il y a une règle, et c'est pour tout le monde pareil, c'est entrée, dessert, et sinon c'est entrée, plat, dessert, mais on ne peut pas avoir... Si ça se passe mal, on fera sauter le préfet, c'est ça? Voilà, exactement, puisque c'est lui qui joue le fusible. Malheureusement, c'est comme ça. Professeur. Non, j'allais dire, le but quand même, c'est de responsabiliser les gens. Et je crois qu'ici, le public qui va assister à cet événement est très probablement bien responsabilisé. Il a bien compris les risques, il va en tenir compte. Le but, c'est quand même d'arriver... Le virus peut rester pendant 10 ans encore, sans qu'on trouve de vaccin. Le but, c'est de retrouver une vie quasiment normale. L'hôpital vit strictement normalement parce qu'on met les masques et on se lave les mains sans aucun problème. Et nous avons notre vie habituelle à l'hôpital. Dans les services, on a une densité de personnel extrêmement importante. Pourtant, nous ne sommes pas contaminés. Mais 10 ans sans trouver le vaccin, ça veut dire 10 ans à vivre masqué. Aller au Puy du Fou, 10 ans. C'est-à-dire, si nous attendons l'immunité collective spontanée, eh bien, j'ai bien peur que ça prenne autant de temps. Maintenant, heureusement pour nous, nous avons 6 candidats vaccins, je compte le russe à l'intérieur,
qui sont prêts à démarrer les phases 3 ou qui sont déjà en pleine phase 3, et l'espoir est présent que ce vaccin arrive dans l'année qui vient. Mais si jamais aucun vaccin efficace n'était mis au point, spontanément, il faudra attendre l'immunité collective. Ça va prendre 10 ans. Je rappelle, il y a à peu la près... pression sur les chercheurs qui il y a à tentent de peu près mettre au point 20 le vaccin. millions de personnes contaminées dans le monde. Nous sommes 7 milliards. On ne restera pas 10 ans sous ces contraintes et ces ça c'est sûr. liberté publique. Il y a des pays qui ont fait plus que ça. Quand on prend les pays asiatiques, après le SRAS, ils ont porté le masque pendant des années. Ils continuent toujours à le porter. Pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire? Mais parce que... Surtout que nous, on a un virus qui tue Dans les la personnes. rue, à l'intérieur, en permanence. Vous regardez des pays asiatiques, Oui, Singapour, ils le portent parce que ça permet de prémunir sur d'autres maladies. C'est pour ça qu'on sans être forcé, c'est ça, sans être forcé. Les touristes asiatiques à Paris, vous les voyez dans le métro, ils ont le masque. L'objectif de mettre le masque obligatoire, c'est de permettre aux gens de retrouver une vie à peu près normale, sauf qu'ils portent un masque, et de permettre de redémarrer l'activité, notamment culturelle. L'objectif, c'est ça. En fait, ils font un test. Pardonnez-moi, mais c'est pas une vie normale, une vie avec un masque. Mais est-ce que le masque dehors a une pertinence sanitaire? Mais si vous êtes en guerre, vous mettez l'armée à Paris. Si vous avez un virus, vous mettez des protections sanitaires. C'est normal. En l'occurrence, mettre le problème, lorsque la distanciation sociale n'est pas possible, tout à fait. Donc, dans l'événement du Puy du Fou, je crois que c'est indispensable. À mon avis, les risques sont minimisés grâce à l'organisation. Maintenant, on verra à la suite comment ça va se passer. Ça n'a pas été le cas pour la fête de la musique, professeur. Encourager, si ça se passe bien, effectivement, ça pourra encourager de poursuivre la vie culturelle. Je crois que c'est quand même le but, parce qu'on s'inscrit dans la durée. L'objectif, c'est d'habituer les gens à vivre avec le virus, à être contraints à des mesures qui n'ont pas forcément leur pertinence. Non, mais le virus existe ou non, madame? Mais le virus existe, mais est-ce que porter un masque, je repose la question là scientifiquement, est-ce que porter un masque systématiquement dans l'espace public à partir du moment où il y a la distanciation physique, mais c'est pas pour etc. des raisons sanitaires qu'ils le font. C'est pour habituer les gens à vivre avec le virus. Sanitairement, mettre un masque à l'extérieur, ça n'a aucun sens. Le but, c'est d'habituer les gens à porter le masque et à vivre avec. La docilité que vous demandez aux gens. Enfin, vous êtes jeune. Que pense Arnaud Benedetti sur le Puy du Fou? Je pense que le modèle culturel asiatique n'est pas le modèle culturel d'abord des Européens. Et les régimes politiques ne sont pas les mêmes aussi. Donc il faut quand même aussi tenir compte de ce paramètre qui n'est pas négligeable. Moi, je ne suis pas convaincu par ce discours qui consiste en effet à dire qu'il faut qu'on s'accommode à des contraintes sous prétexte que nous avons une crise sanitaire. Encore une fois, je pense que réellement le vrai sujet aujourd'hui, c'est de savoir si les scientifiques sont d'accord ou pas entre eux. La réalité, et c'est le grand problème aujourd'hui des responsables politiques, qui sont confrontés à une parole scientifique et une parole médicale qui est loin d'être unanime sur le sujet, à la fois sur le virus en tant que tel et également sur les mesures qu'il faut prendre pour justement combattre ce virus. Donc ça rend l'exercice extrêmement difficile et incertain sur le plan politique et sur le plan même de la communication politique. L'autre sujet, pour en revenir au sujet du Puy du Fou, si vous voulez, dans la situation, quand vous êtes dans une situation de crise, il faut éviter de susciter l'impression qu'il y a des traitements inégaux entre les uns et les autres. Donc, soit on décide d'avoir une politique d'homogénéisation en matière, tout simplement, de gestion des publics sur les événements. Après tout, pourquoi limiter à 5000 spectateurs la jauge à 5000 spectateurs dans les stades de foot? On peut se poser la question. Les stades de foot, c'est du plein air, c'est des stades parfois de 50 000, 60 000 spectateurs. On peut largement aller au-delà. On ne le fait pas. Donc, si vous voulez, c'est toute la question finalement, encore une fois, de la compréhension de ce discours. Ce discours aujourd'hui, il n'est pas audible pour une partie de la population. Et là, il ne va même pas être audible pour les opérateurs économiques, pour les opérateurs d'événementiel. Puisqu'à partir du moment où on autorise un certain nombre de lieux de pouvoir disposer d'une jauge au-delà, en tout cas au niveau de 9000, pourquoi ne pas l'autoriser aux autres? Moi, je pense que là, il y a une vraie contradiction et ça participe finalement à la confusion ambiante dans laquelle nous nous retrouvons. Il y a juste une différence. Je partage votre avis sur la question de l'égalité, surtout en cas de crise. Seulement, il y a une différence, c'est que le public du Puy du Fou est plutôt un public qui est familial, c'est-à-dire qui est averti sur les questions de respect des gestes barrières, etc. Si on prend la question de la moyenne d'âge, je pense qu'il est beaucoup plus âgé, et donc ce sont les personnes qui portent le plus souvent le masque. Les personnes qui portent le moins souvent le masque sont les personnes de moins de 40 ans. C'est montré dans les différentes études, etc.
La différence, moi je pense qu'en fait, les autorités publiques utilisent cet été pour faire des tests. Ils ont fait un test à Mayenne pour savoir quelles étaient les limites du système et quelles étaient les forces. Ils font un test au Puy du Fou. Et l'objectif... On ne doit pas être des objets de test. Mais l'objectif, mais madame... Je ne suis pas un cochon d'Inde. Mais voilà. C'est ça. L'objectif, c'est d'avoir... Nous ne sommes pas des cobayes. C'est ça que vous voulez dire. L'objectif, c'est d'avoir une doctrine qui doit être claire à partir de septembre pour vivre avec le virus jusqu'à que le vaccin soit trouvé. L'objectif, c'est uniquement ça. Si vous voulez, madame, tout le monde vit correctement, on est confiné tous les 3 mois, on fait les malins, on sort dehors, on peut danser, etc. Et on est confiné pendant 3 mois. On est confiné 6 mois, ça n'a aucune utilité parce que tant qu'on n'a pas les vaccins, tant qu'on n'a pas les vaccins et qu'on n'a pas les capacités de soins pour permettre une immunité collective, on est obligé de fonctionner comme ça. Avançons avec ce qui se passe actuellement à Paris et dans les Bouches-du-Rhône qui sont repassés en zone rouge et qui sont sous la menace d'un nouveau confinement partiel. Concrètement, ça signifie à Paris et dans les Bouches-du-Rhône que les préfets pourront être amenés à prendre de nouvelles mesures, fermer des restaurants, des bars, des salles de spectacle, des marchés, limiter le nombre de personnes lors des rassemblements, mais aussi interdire les déplacements de citoyens à plus de 100 km de leur domicile. On rappelle qu'à Paris, les zones où le port du masque est obligatoire dans la rue ont été étendues. Une sorte de retour peu réjouissant vers le futur, si on fait une référence au cinéma. Nous sommes en direct avec le professeur Christian Bréchot. Bonsoir, virologue, ancien patron de l'INSERM, de l'Institut Pasteur et aujourd'hui président du Global Virus Network. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans le Grand Soir. Le taux d'incidence en France, qui représente le nombre de nouveaux cas, remonte nettement, 17,3 le 9 août, il était seulement de 4,8 début juin. Un motif sérieux d'inquiétude pour le professeur Jérôme Salomon. On va l'écouter. Les indicateurs sont mauvais, les signaux sont très préoccupants et la situation se dégrade semaine après semaine, mais il n'y a pas de fatalité. Le sort de l'épidémie est entre nos mains parce que nous avons aujourd'hui des outils de la prévention. Les Français les connaissent, c'est le lavage des mains, c'est la distance minimale d'1 mètre, c'est le port du masque et c'est aussi peut-être la méfiance envers tout ce qui peut être à risque, les foules, les grands événements où les distances ne peuvent pas être respectées et où l'on sait que l'on peut avoir une exposition au virus. Professeur Bréchot, est-ce qu'on fait face à un rebond du virus ou est-ce qu'en ce moment, les autorités sanitaires, les pouvoirs publics sont saisis par le virus de la peur et de la panique ? Je crois qu'on est clairement dans une situation où il y a une vraie menace. Je pense qu'ils ont parfaitement raison de sensibiliser. J'écoutais la conversation sur votre plateau, les différents avis, et on sent très très bien qu'il y a un vrai problème. Je crois que c'est très difficile de prédire ce qui va se passer, mais il y a un risque absolument, tout à fait réel, et je pense que Jérôme Salomon a parfaitement raison de le souligner. Le professeur Pialou, qui est le chef du service infectiologie à l'hôpital Tenon à Paris, dit qu'il est doublement inquiet. Si on continue ainsi l'explosion redoutée par le conseil scientifique, eh bien cette explosion, elle n'aura pas lieu à l'automne, mais avant, à la rentrée. Est-ce qu'on doit craindre une explosion des cas dès le mois de septembre ? D'abord, je crois qu'il faut qu'on soit tous extrêmement humbles et reconnaître qu'on a beaucoup de mal à savoir ce qui arrive. Ce virus nous a malheureusement surpris en plusieurs occasions. Donc, affirmer quelque chose me paraît très dangereux, mais il faut le replacer. On a affaire depuis le début à une pandémie. Une pandémie, ça évolue effectivement de cette manière, par des vagues qui couvrent différents territoires. On a eu une période d'accalmie en Europe, en particulier en France. Au même moment, tout a augmenté aux États-Unis. Je suis à l'University of South Florida. C'est un bon exemple en Amérique latine. Et effectivement, là, c'est en train de remonter en France et on va avoir des vagues successives jusqu'à ce qu'on soit capable de prévenir par un vaccin. Mais d'ailleurs, entre parenthèses, pas seulement un vaccin, on parle toujours de vaccin, mais il y a des traitements actuellement qui sont évalués pour prévenir l'infection par Covid-19 chez des personnes qui sont à risque. Il y a un certain nombre de mesures sur la désinfection avec des progrès technologiques qui sont très importants et des progrès diagnostiques également. Et il ne faut jamais oublier ça parce que ça va fortement contribuer à nous aider à contrôler. Donc, il va y avoir une seconde vague, ça c'est clair. De quelle amplitude et surtout de quelle sévérité ?
Parce que ce qu'on a appris avec d'autres coronavirus, c'est que malheureusement, quelquefois, les secondes vagues peuvent être plus sévères, mais on ne sait pas. Donc je crois qu'il faut simplement qu'on soit dans une situation de prévention maxima et qu'on mette tous les outils. Encore une fois, le vaccin est évidemment fondamental, mais il n'y a pas que le vaccin à développer pour faire face à ces secondes vagues. Professeur Christian Bréchot, restez avec nous, puisque vous parliez justement d'une seconde vague. Est-ce que cette deuxième vague, dont on parle déjà depuis des semaines, est inévitable? Écoutez justement ces paroles de scientifiques qui ne sont pas d'accord. Moi, personnellement, je n'attends pas une deuxième vague qui soit au même niveau que la première. Mais par contre, elle va être très prolongée. Et j'attends qu'elle dure au moins jusqu'à avril-mai, jusqu'au prochain été. Pour moi, la deuxième vague a démarré. Elle a démarré il y a une dizaine de jours à peu près. On est au pied de cette deuxième vague. La remontée pourrait être extrêmement forte et violente, et voire supérieure à la première vague si on ne prend pas des mesures drastiques. Professeur, alors, deuxième vague ou pas Alors, je suis ravi d'être avec mes amis Gilles Ali-Hanan et Jean-François Timsit. Donc, on va dire, oui, effectivement, les chiffres actuels sont inquiétants dans le sens où on voit bien que ça frémit, que le taux de contamination augmente, que le nombre de patients dans les réanimations réapparaît. Alors moi, je crois plus effectivement, on va dire, à une augmentation encore, malheureusement, des contaminations et du nombre de patients, mais plutôt un certain plateau qui va durer dans le temps, plutôt qu'une courbe en cloche qui va monter comme la première fois et qui va descendre de façon brutale. Donc je dirais quand même, depuis, par rapport à la première fois, on a beaucoup plus de moyens. La stratégie s'est affinée. On connaît les facteurs de risque. Les personnes fragiles vont se prémunir, vont prendre beaucoup plus leurs précautions. Malheureusement, notamment les jeunes vont encore diffuser un tout petit peu le virus. Et donc, on va plutôt s'orienter vers un plateau qui va effectivement durer dans le temps. Arnaud Stéphane, je vous voyais réagir. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à la parole médicale ? La parole médicale, c'est compliqué. Professeur, je suis désolé. Mais moi, j'ai des souvenirs en tête. Il n'y a pas si longtemps que ça. On parle du mois de mars. La grippette, le masque qui sert à rien, etc., etc. Je sais que ça embête certains qu'on répète tout le temps, mais il faut quand même répéter. Les mêmes en couleur, avec des costumes différents, nous ont expliqué qu'on faisait erreur, qu'il fallait qu'on arrête de se prendre la tête, qu'il ne fallait pas faire des contrôles dans les aéroports, que ça ne servait à rien de fermer les frontières, ça ne servait à rien de faire des tests à la descente des avions. Les mêmes aujourd'hui nous expliquent qu'il faut tout fermer, que tout le monde doit rester à la maison, etc. Mais on a un autre souci, c'est un souci technique et scientifique. Parce que, pour ceux qui s'intéressent au sport, il y a un cas pratique. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le club du Stade français. Il y a une vague de Covid inexpliquée parce que les joueurs sont mis sous un contrôle permanent et total avec des tests tout le temps. Et il se trouve que il y a eu un certain nombre de faux positifs et de faux négatifs. C'est pas de chance quand même. Ce qui fait que des joueurs se sont infectés pensant ne pas être porteurs alors qu'ils l'étaient, et d'autres pensaient l'être, ont été mis en quarantaine, sont revenus, l'ont chopé, et il y a eu des cas invraisemblables. Le même joueur a été testé 4 semaines avant, a été testé positif, il se met en quarantaine, revient, il est testé négatif, il vient d'être retesté, il est de nouveau positif. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que en plus, on est dans un fouillis total qui fait qu'encore une fois, vous avez un problème de confiance. Et quand vous avez un problème de confiance, les gens se disent « Pourquoi je porterai le masque ? Pourquoi je ferai ces tests ? En plus, c'est compliqué de faire les tests. Il faut attendre longtemps. Il faut faire la queue. Il faut s'inscrire. » Enfin, voilà. Il y a un manque de lisibilité. Et en plus, les messages qui sont donnés, notamment aux populations jeunes, sont envoyés avec des supports quelque peu curieux. Je veux dire, si c'est pour expliquer aux jeunes qu'il faut qu'ils portent le masque et vous faites une tribune dans le monde, on se trompe. Oui, en termes de communication, ils ont fait des efforts, ils ont demandé à des ils ont fait une tribune dans le monde pour dire qu'il fallait porter le masque à des jeunes. À des jeunes du Stade Rennais aussi. Ils ont fait une vidéo, super. Professeur et après Dominique Bertinotti, promis. Concernant les tests, donc effectivement, il y a des faux négatifs, on les estime aux environs de 15%. À nouveau, toute la stratégie des tests est une stratégie de réduction des risques. Le risque zéro n'existera pas. À l'inverse, attention aux faux positifs. Je dirais, en fait, effectivement, on peut à un moment être positif, puis redevenir négatif, puis positif. Simplement, en fait, du moment qu'on a été testé une fois positif, on doit estimer qu'on est contagieux pendant les 10 jours qui suivent. Après, en théorie, même si on est repositif,
théoriquement, on peut émettre du matériel viral dégradé, donc qui positive les tests, mais théoriquement, nous ne sommes plus contagieux. Il se trouve qu'il y a un championnat qui recommence dans 3 semaines. Le fait de tester à un moment positivement et de se mettre en confinement 10 jours est largement suffisant pour la quasi-totalité des patients. Je ne passe pas, bien sûr, des patients gravement infectés en réanimation où les choses peuvent durer, mais un patient qui est peu symptomatique, les 10 à 15 jours, donc la 14aine d'isolement, suffit largement à partir du premier test. Après, si on était testé, on pourrait à la limite être positif, mais ça n'est que du matériel peu contagieux. Et en étant sûr. Dominique Bertinotti. Oui, il y a un terme qui a été utilisé par un des médecins que vous avez invité, qui était le terme d'humilité. Je pense que beaucoup de scientifiques... Le professeur Bréchot, oui. Voilà. Beaucoup de scientifiques devraient penser à ce terme d'humilité à chaque fois qu'ils s'expriment, parce que moi, je ne leur reproche pas d'avoir des avis divergents. Évidemment. Parce que... C'est la science. Voilà, mais... il ne faut pas que ceux qui présentent leurs avis nous disent « mais nous détenons la vérité avec un V majuscule et c'est comme ça ». Et d'autre part, il faut donner aux citoyens le moyen d'être aussi acteurs face à la parole scientifique. Moi, j'ai trouvé que, par exemple, dans le débat avec, je ne vais pas remettre le débat avec Raoult, mais le professeur Raoult posait des questions de fond. Oui. Poser des questions de fond, indépendamment de savoir, je ne sais pas du tout si le médicament qu'il prône est le bon, pas le bon, etc. Mais il posait des questions de fond, qui étaient de dire, lorsque moi j'ai un patient qui commence la maladie, j'entends le soigner dès le départ et pas laisser l'aggravation. Bon, c'est de vraies questions. Quand on est citoyen et qu'on est malade, on peut se dire, mais tiens, c'est quand même un très bon raisonnement. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrête. Comment voulez-vous que, en tant que citoyenne ordinaire, je juge que tel professeur est plus compétent que tel autre ou plus savant que le troisième? Donc c'est insupportable, ce mélange d'avis dans tous les sens. Alors c'est comme ça politiquement, c'est comme ça en termes de décision préfectorale, c'est comme ça chez les scientifiques. Je pense que l'on va vers de très grands risques politiques que l'on ne mesure pas suffisamment et que l'on n'évoque pas suffisamment. Alors, le professeur a envie de répondre avant d'entendre le professeur Arnaud Benedetti et William T. Une dernière question, professeur Christian Bréchot, qui est avec nous en direct et qui patiente. À votre avis, on va devoir vivre combien de temps avec le port du masque, avec la distanciation physique? 6 mois? 1 an? 10? Je vais vous répondre, mais j'ai essayé d'intervenir parce que je trouve qu'il y a certaines positions qui ont été un peu caricaturales. On est tous d'accord sur le fait qu'il y a des débats entre médecins et scientifiques, et j'étais le premier à dire qu'il fallait faire preuve d'humilité. Mais inversement, aller dire que ce sont les mêmes qui disaient qu'il n'y avait aucun problème, qui maintenant disent qu'il faut se confiner, ça n'est pas exact. Je me permets de dire, il y a eu quelques positions isolées, le mot grippette a été porté de façon forte, mais si vous regardez le consensus, et le Global Virus Network a fait des recommandations toujours dans le même sens, et personnellement, je l'ai écrit dès le mois de février, et beaucoup de mes collègues l'ont fait aussi. Donc il ne faut pas non plus faut pas passer d'un extrême à l'autre, je veux dire. On est tous d'accord, on a affaire à un nouveau virus, et on vit en direct la découverte des faits scientifiques, et donc effectivement, ça donne des débats contradictoires, et je suis d'accord sur le fait que ça pose des vraies questions quand les choses sont dites de façon trop forte. Mais enfin, inversement, il ne faut pas caricaturer la position et je ne vais pas reprendre des choses en détail. Maintenant, par rapport à votre question, la réponse est on ne sait pas. Personnellement, j'ai toujours pensé que ça prendrait beaucoup de temps. Même quand les premiers vaccins vont arriver, il faut quand même savoir, on l'a répété, qu'ils produiront des anticorps. Ce n'est pas forcément une réponse cellulaire. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça pourra être très utile pour contenir des clusters. Mais est-ce que ça pourra permettre de faire une vaccination de masse? Personnellement, je pense qu'on va vivre avec ce virus pendant très longtemps. Et si je me trompe, j'en serais ravi. Mais je pense qu'on va en vivre jusque fin 2021, début 2022. Mais encore une fois, la réponse honnête, et on ne sait pas très bien. Et je trouve qu'on devrait tout simplement revenir aux fondamentaux. Il y a 2 publications qui sont sorties cette semaine sur des très grosses études. Et elles montrent de façon tout à fait claire des choses simples. C'est que quand on porte un masque, quand on a la distanciation et quand on se lave les mains, eh bien, on a des mesures de protection qui sont très efficaces. Par rapport au masque à l'extérieur,
Moi, je comprends très bien la discussion. Je peux vous dire qu'actuellement, en Floride, il fait entre 35 et 40. Le masque à l'extérieur par 35 à 40 degrés, c'est très désagréable. Mais c'est un fait aussi que le masque dont on dit on ne le met pas à l'extérieur parce qu'on le mettra s'il y a beaucoup de monde, s'il y a un moment, etc., en fait, ça a ses limites aussi. Il faut qu'on accepte de prendre des mesures qui sont des mesures fortes et qui permettront de passer ce cap. Donc voilà, est-ce que ce sera 6 mois, 1 an et demi? Je ne sais pas très bien. Et à la limite, ce n'est pas le sujet, enfin c'est évidemment un sujet majeur, mais ce qui est important, c'est ce qu'on fait en pratique. Et enfin, pour terminer, on doit, et ça a été très bien dit tout à l'heure, bénéficier des progrès qui ont été faits. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Les progrès dans les tests diagnostiques, les progrès dans la prévention par la désinfection et par des traitements, indépendamment du vaccin. Merci beaucoup, professeur Christian Bréchot, président du Global Virus Network. Arnaud Benedetti. Ce qui ressort de cette crise, c'est que la parole scientifique va être fortement fragilisée, mais pas du fait des scientifiques, c'est vraisemblablement du fait du pouvoir politique qui a surexposé les scientifiques dans cette crise, parce que tout simplement le pouvoir politique lui-même est contraint par des opinions publiques aussi qui sont de plus en plus quand même, disons, préoccupées par ces sujets sanitaires. Je rappelle qu'en 1969, la grippe de Hong Kong a fait, je crois, 80 000 morts en France. Donc la société a évolué. Bien évidemment, la sensibilité de la société au risque a considérablement évolué. Mais quand même, on a surexposé les scientifiques. D'où les débats que nous avons aujourd'hui. Je pense que c'est un très mauvais service qui a été rendu à la communauté scientifique et à la communauté médicale que de les utiliser autant. Et la réalité, c'est que in fine, quand même, dans une démocratie, c'est au pouvoir politique de décider. Quel que soit... Le scientifique, il est là pour éclairer. L'administration est là pour exécuter. Le pouvoir politique, il est là pour décider. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir politique qui, finalement, se retranche parfois trop souvent derrière les scientifiques et qui, aujourd'hui, dans la séquence que nous sommes en train de traverser, on le voit bien avec les préfets, donne la responsabilité aux préfets ou non de prendre un certain nombre de mesures contraignantes vis-à-vis de nos concitoyens. Mais bon sang, en démocratie, encore une fois, c'est aux politiques de décider et c'est lui qui doit prendre les mesures qui s'imposent. Il nous reste moins de 2 minutes. William T. Je pense que le gouvernement et les autorités publiques, en fait, ont utilisé la communauté scientifique pour appuyer la légitimité de leurs décisions, parce qu'il fallait prendre des décisions difficiles, notamment le confinement et différentes décisions. Là, le problème, c'est qu'en fait, quand on regarde, par exemple, on a eu un débat sur la question des avis divergents de la communauté scientifique. Ils ne sont pas tant divergents que ça par rapport aux extraits que vous avez montrés. En fait, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a une deuxième vague. La question, c'est la question de l'intensité. Ils sont scientifiques, ils ne sont pas voyants dans l'avenir. C'est normal qu'ils ne soient pas d'accord. C'est normal qu'ils expriment un avis. Mais le fait que tout le monde soit d'accord sur le fait que la deuxième vague soit très probable, il faut du coup mettre les moyens en conséquence pour éviter cette deuxième vague. Parce que qu'est-ce que ça veut dire une deuxième vague? Ça veut dire que comme on n'a pas assez de réanimation, en fait tout dépend de la courbe. Vous en parlerez mieux que moi. Si la courbe, ce qu'a dit le professeur tout à l'heure sur la deuxième vague. Il a parlé d'un plateau. C'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on a connu. Il nous reste 30 secondes avant le grand journal de 23h. C'est ce que je viens de dire. La question, c'est comme on ne connaît pas l'intensité de la deuxième vague, moi je pense qu'il ne faut pas jouer avec la vie des Français, il faut être très prudent, il faut donner le maximum de moyens pour éviter que le plus de Français meurent possible lors de cette éventuelle deuxième vague. Professeur. Alors, bon, 2 mots. Alors, le premier, effectivement, je dirais, il n'y a pas tant de divergence entre les scientifiques. Sur les fondamentaux, nous sommes d'accord, ça n'est qu'une histoire de nuances et de façon de s'exprimer. Et l'exemple des 3 médecins animateurs qui sont exprimés le démontre très bien. Ensuite, effectivement, rassurer tout le monde. Nous détenons des moyens très efficaces de prévention pour ne pas se faire contaminer et infecter. C'est les moyens barrières, plus le port du masque dans les lieux clos. Et avec ça, on est sûr à 100% de ne jamais être infecté. Merci beaucoup, professeur. Il est 23h pile, c'est l'heure du grand journal de 23h. À la une, Paris et les Bouches-du-Rhône en zone rouge. La capitale serre la vis à partir de demain. Extension des zones où le port du masque à l'extérieur est obligatoire. À partir de demain, le Royaume-Uni impose une quatorzaine aux personnes venant de France, aux grandes dames des touristes britanniques qui se sont précipités dans les gares et les aéroports aujourd'hui pour éviter d'être bloqués. Hommage national en mémoire des 6 humanitaires français tués au Niger. Une cérémonie en présence des familles des victimes dont les corps ont été rapatriés à l'aéroport d'Orly. La France tout entière porte le deuil, a déclaré Jean Castex, le chef du gouvernement.
Paris et les Bouches-du-Rhône sous surveillance étroite, passées à nouveau en rouge, zone de circulation active du virus, à l'heure où le nombre de cas de contamination ne cesse d'augmenter sur tout le territoire. 2846 nouveaux cas en seulement 24 heures, 27 nouveaux foyers de contamination et 18 décès supplémentaires. À Paris, les zones où le port du masque est obligatoire à l'extérieur ont été étendues. Une nouvelle carte a été publiée ce soir et s'appliquera dès demain matin. Les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits dans la capitale si les gestes barrières ne sont pas respectés. Écoutez cette première réaction ce soir à cette nouvelle carte du port du masque dans la rue au micro de Stéphane Urgulescu. Ça reste quand même des quartiers bien délimités. Donc pour moi, non, c'est pas plus simple. Je vois pas trop l'intérêt en fait. Ça doit être une ville complète. Je pense que si on parle de rue, les gens ne seront pas nécessairement attentifs à ça. Et puis c'est trop flou. Ça me paraît un peu compliqué. À part se promener avec son téléphone portable dans la main pour savoir à quel moment on doit mettre le masque et à quel moment il ne faut pas le mettre, on s'y retrouve pas, quoi. Oui. C'est compliqué. En zone rouge, les préfets, on l'a dit, auront le droit de prendre des mesures de restriction de circulation ou de fermeture de bars ou de restaurants. À partir de demain, le Royaume-Uni impose une quatorzaine aux personnes venant de France, aux grandes dames du gouvernement français et des touristes britanniques qui sont nombreux à avoir filé à l'anglaise aujourd'hui pour éviter d'être bloqués. De Paris à Londres, reportage de Thomas Jarion. Sophia, l'attaque au Niger. Les corps des 6 humanitaires français tués ont été rapatriés aujourd'hui. L'avion a atterri ce matin à l'aéroport d'Orly où s'est tenu un hommage national aux victimes. La cérémonie a été présidée par Jean Castex en présence des familles et des membres de l'ONG Acted. Frédéric Agnès. Un mot de football à présent avec un match pour les amateurs de football exceptionnel entre le Bayern de Munich et le FC Barcelone. 8-2, 10 buts, rien que ça. La défense de Barcelone a croulé sous une avalanche de buts. Antoine Griezmann, remplaçant, n'a pas réussi à changer le cours du jeu. Le Bayern se qualifie logiquement et retrouvera en demi-finale le vainqueur du match entre Lyon et Manchester City. 23h10 sur LCI. Dans le Grand Soir, le débat se poursuit. Si vous nous rejoignez avec Arnaud Stéphan, communicant, avec Dominique Bertinotti, ancienne ministre, avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur d'histoire et de communication politique, et William T, président du think tank Le Millénaire. Des déplacements limités, des bars et des restaurants fermés, un scénario cauchemardesque qui pourrait devenir réalité à Marseille et à Paris qui sont passés en rouge, zone de circulation active du virus, ce qui inquiète les restaurateurs déjà en grande difficulté après 2 mois de confinement. Nous sommes en direct avec Alain Fontaine, bonsoir, président de l'association française des maîtres restaurateurs. Merci d'être avec nous en direct. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir alors qu'une épée de Damoclès pèse sur les restaurants? Est-ce que vous comprenez les restrictions qui sont mises en place, ces nouvelles mesures, ou est-ce que vous dites c'est pure folie, ça va signer l'arrêt de mort des restaurants? Alors, d'abord l'état d'esprit de tous les restaurateurs, le moral bien sûr est en berne. Alors il était déjà sur Paris, puisque sur Paris, nous sommes une ville sinistrée, nous n'avons pas de touristes. Je vous rappelle que fin juin, il manquait 16 millions de touristes à Paris et en Île-de-France. Donc c'est vous dire l'impact des touristes sur la restauration parisienne. De plus, comme vous le savez, nous avons fermé le 15 mars en 4 heures, 2 mois et demi de confinement, des réouvertures partielles sur Paris avec des terrasses mais pas l'intérieur. Bref, ça a été compliqué pour nous cette période, ça a laissé bien sûr des traces. Nous sommes aujourd'hui, si vous voulez, très disciplinés, nous l'avons toujours été depuis le début, à savoir respect des gestes barrières, respect de la distanciation sociale,
dans nos entreprises, car les restaurants sont des entreprises, tous nos employés, et je le rappelle, portent des masques, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises françaises, et je pense que vous en parlerez pendant le débat, mais dans nos entreprises, tout le monde porte les masques. Ça veut dire que nous sommes garants de la non-circulation du virus. Et c'est très important de le dire. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Notre état d'esprit aussi, c'est l'incompréhension que notre activité de tourisme, en particulier la restauration, nous soyons un peu stigmatisés dans cette affaire. Car nous sommes bien persuadés aujourd'hui que le Covid-19 ne circule pas plus, voire moins, même beaucoup moins, que dans d'autres endroits. Je m'explique. Quand vous fermez, par exemple, des discothèques, quand vous les laissez fermer, parce qu'on a peur que le Covid-19 circule, vous envoyez des tas de gens faire la fête ou partager des bons moments ensemble, ce qui est dans l'ADN des Français, hein, de vivre ensemble, de partager. Vous les envoyez dans des jardins, dans des garages, dans des caves, dans des endroits où effectivement ils vont faire la fête, mais sans respect des barrières et sans respect des distanciations sociales. Donc si vous voulez, nous les patrons de bars, de restaurants, nous sommes garants des gestes barrières, de la distanciation sociale. Donc on est bien persuadé, je le répète, que le Covid-19 ne circule pas dans nos restaurants et bien moindre que dans d'autres endroits. Alain Fontaine, vous restez avec nous. Dominique Bertinotti, vous comprenez la parole de ce restaurateur. On se demande quelle est la solution finalement, parce qu'on comprend bien les conséquences économiques très concrètes pour les restaurateurs, pour les hôteliers. Mais on revient à l'absence de cohérence dans le discours depuis le début de cette crise du Covid. Et donc, malheureusement, les restaurateurs sont aussi concernés par cette incohérence du discours, puisque effectivement, ils se sont, comme les Français se sont contraints au confinement, etc., les restaurateurs se sont contraints à améliorer les conditions de respect des gestes barrières, ont accepté qu'il n'y ait pas d'abord du public à l'intérieur, mais qu'à l'extérieur. Bon. Et aujourd'hui, on leur dit, on leur a même dit, vous pouvez occuper des espaces de stationnement pour justement augmenter le nombre de places en extérieur, et on les met sous la menace d'un préfet qui leur dit, qui peut très bien leur dire, écoutez, vous allez fermer plus tôt, ou bien vous allez fermer carrément. Donc, moi, je pense que cette incohérence du discours sur les mesures prises est dramatique et qu'au bout du compte, on fait peser sur n'importe quelle catégorie sociale, socio-professionnelle, des incertitudes qui sont très négatives sur l'avenir. Très négative. Et je comprends, je comprends très bien là aussi la très grande anxiété, qui n'est pas simplement l'anxiété de la maladie, mais l'anxiété économique et sociale derrière cette incohérence du discours sur la façon d'éviter l'intensité de la deuxième vague. Arnaud Stéphane. Particulièrement sur les villes françaises où c'est évidemment fondamental. Quand vous avez une ville comme Paris, première destination touristique mondiale, vous n'avez pas de touristes. Vous avez la quasi-totalité des grands hôtels parisiens qui sont fermés. Que vous n'avez pas vos monuments qui sont visités. La Tour Eiffel, je me demande les 13 millions de visiteurs par an de la Tour Eiffel, je me demande quel est le score cette année. Que les Français des autres régions, évidemment, n'ont pas forcément le même pouvoir d'achat que nos amis venus de l'étranger, ne dépensent pas de la même manière, ou quand ils viennent en saut de puce, visiter éventuellement un musée, ou voir il n'y a pas de spectacle, donc ils ne viennent pas voir un spectacle. Et vous avez ces restaurants qui essayent de lutter, encore une fois, ce sont des entreprises, avec des gens qui sont liés à une activité particulièrement saisonnière pour un certain nombre d'établissements et qui ont bénéficié en effet de ces histoires de terrasses, comme vous l'aviez très justement dit, et qu'aujourd'hui on va leur expliquer, alors vous allez baisser votre jauge, c'est-à-dire une table sur deux, ou alors pas l'intérieur, ou alors la moitié de l'intérieur, parce qu'en plus ça va être des décisions forcément farfelues, la moitié de l'intérieur mais seulement les jours pairs, enfin un truc qu'ils vont trouver derrière les fagots. Le seul souci c'est que ce n'est plus la peine d'ouvrir quand vous avez une affaire comme ça. Parce que si votre chiffre d'affaires
ne vous permet pas de couvrir vos frais, vos fournisseurs et vos impôts, c'est pas la peine d'ouvrir. Il avait été dit au moment de la crise, quand tout avait été fermé, il y avait un certain nombre de grands, y compris de grands restaurateurs français, qui avaient dit si nous restons fermés, c'est plus de 40% des hôtels-restaurants qui ne réouvriront pas à la fin de l'année. La France vit de quoi? Enfin, il faut arrêter. On fabrique plus de téléviseurs, on fabrique plus rien. Et une de nos activités fondamentales, on demande aux Français de dépenser leur épargne tout le temps, en permanence, dépenser votre épargne. Et en plus, si nous n'avons plus de touristes, et si nous n'avons plus notre mode de vie, qui est celui d'aller dans des restaurants et des bars, je me demande ce qui va rester. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens finalement de sortir de chez eux, mettre un masque, prendre le métro avec un masque, aller au bureau avec un masque, manger avec éventuellement en commandant avec un truc. Alors là, toutes les normes sociales, environnementales, ce que vous voulez, avec un petit sac en plastique avec un livreur qui bosse sûrement avec 25 passeports, enfin on sait rien. Voilà, et vous allez repartir chez vous, retrouver vos enfants éventuellement, qui eux n'auront pas vu un adulte avec sans masque. Enfin, vous allez vivre dans un monde absolument abominable. Déjà que les Français ont une tendance, on connaît, vous ne pouvez pas vous déplacer. Voilà, vous ne pouvez pas vous déplacer, ni sortir, ni bénéficier de voir vos amis et d'avoir des spectacles culturels. Des spectacles culturels. C'est une réalité factuelle. On sait déjà que les Français sont excessivement consommateurs d'anxiolytiques. N'oublions pas les dégâts qu'ont déjà causés le confinement, l'après-confinement avec une crise qui vient, le chômage qui vient, et chez les enfants, puisqu'on s'aperçoit que le confinement chez les enfants a eu des conséquences psychologiques dramatiques. Faisons attention aussi de ne pas perdre pied là-dessus. Il reste quand même le besoin de sortir, de vivre. C'est le minimum. Alain Fontaine, on l'a dit, Paris a publié ce soir une nouvelle carte du port du masque à l'extérieur. Les zones ont été étendues. Est-ce que cette carte vous inquiète? Est-ce que vous pensez que ça peut faire fuir la clientèle qui se dit non, on ne va pas les sortir pour porter le masque pendant plusieurs heures? Tant pis, on renonce. Oui. Ça va faire fuir la clientèle. Excusez-moi du son, peut-être c'est pas très bon. Mais ça va faire fuir la clientèle, évidemment. Nous avons effectivement un vrai souci. Ce que vient de dire Monsieur Stéphane est très intéressant parce que nous vivons une situation ubuesque où nos clients ne vont plus savoir quoi faire. Et cet art de vivre, parce qu'on parle d'art de vivre, on parle de mode de vie. Je sais bien, il y a Covid-19 en face, donc parler d'art de vivre face au Covid-19, c'est un peu compliqué, c'est même ambigu, mais il n'en demeure pas moins que cet art de vivre qui nous permet de respirer à notre manière, de faire comme on est, dans notre ADN de Français, puisque c'est vraiment, ça nous appartient, c'est une exception française importante, les bistrots, les restaurants, les cafés, les bars, eh bien, les gens, cet instant plaisir, on va les éloigner de cet instant plaisir. Et moi, j'ai bien peur, et je vous rejoins dans ce que vous venez de dire, à savoir qu'on risque d'éloigner nos clients définitivement, et je pèse sur ce mot-là, définitivement nos clients vers d'autres modes de consommation qui sont effectivement la digitalisation, la livraison à domicile, ce qu'on a appelé avec un mot un peu particulier, mais ce qui est vrai, le rentrisme, c'est-à-dire les gens qui restent chez eux pour consommer de l'Internet, de la télévision, des plateaux repas, des pizzas, enfin tout ce que vous voudrez. Donc voilà, c'est anxiogène aussi pour nous. Le Covid-19 est anxiogène, mais pour nous, chefs d'entreprise, la situation est très anxiogène. Vous savez, je ne voudrais pas peser de certains mots ce soir, mais nous avons déjà eu dans la restauration 3 suicides ces derniers temps, liés effectivement à une situation compliquée. On parle de situation économique. Il faut penser aussi à la situation morale des chefs d'entreprise, de cette activité-là. Nous ne faisons pas ce métier par défaut, mais nous faisons ce métier par passion. Et quand on vous retire l'élément même de votre vie qui est la passion, il ne vous reste pas grand-chose. Il faut faire très attention aussi à ça. Et moi, je demande aux politiques de faire attention à ce qu'ils font, à la stigmatisation de notre activité. Nous ne sommes pas des voyous, nous sommes des chefs d'entreprise responsables et nous appliquons à la lettre ce qu'on nous demande d'appliquer.
Alain Fontaine, on entend votre inquiétude. Vous restez avec nous, on continue de débattre de ces nouvelles mesures en plateau. Arnaud Benedetti. Oui, il y a deux aspects. D'abord, la société, c'est la relation. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, je pense quand même qu'il faut quand même avoir en tête, même au regard de la situation, qui est certainement une situation compliquée à gérer, qu'il ne faut pas casser la relation. Et parce que la relation, ça a aussi, disons, une dimension économique. Et même, en l'occurrence, pour ce qui concerne les cafés et les restaurants, c'est essentiel. Ensuite, il ne faut jamais oublier que c'est vraiment l'un des secteurs qui a payé l'un des plus lourds tributs à cette crise. Enfin, faut-il rappeler que le samedi 11 mars, je crois, le Premier ministre est venu à 20h annoncer la fermeture administrative de l'ensemble de ces établissements. Et que ces établissements ont, en 4 heures, fermé pour plusieurs mois. Le 14 mars. Le 15 mars, excusez-moi, avec une perte d'exploitation qui est considérable. Donc il y a une responsabilité, à la limite, de l'État même dans cette perte d'exploitation. C'est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre de professionnels, quand vous discutez avec eux, de responsables professionnels de ces professions, vous disent que environ peut-être 25-30% des restaurants, des cafés ne vont pas réouvrir. Donc on est, disons, dans une situation qui est aujourd'hui extrêmement inquiétante pour ce secteur. Alors venir rajouter des contraintes à ce secteur aujourd'hui, c'est bien évidemment ne pas lui permettre de se relever dans les conditions où, en plus, à Paris, comme on le sait, la désaffection touristique du fait de la crise rend encore plus difficile la gestion de ces établissements. Donc je ne suis pas sûr que là aussi on ait vraiment pris conscience de ce qui est en train de se passer dans ce secteur, qui est un secteur qui a une utilité économique, qui a une utilité sociale extrêmement importante, qui a une utilité culturelle et qui fait partie en effet, j'allais dire, d'une tradition française qui est bien connue et qui est importante. William T. Les restaurants, comme vous l'avez rappelé, sont des secteurs les plus touchés avec la culture et le sport, globalement. C'est les secteurs les plus touchés. Le souci, c'est qu'il faut reprendre le point originel, c'est-à-dire que, globalement, on a choisi de privilégier la santé sur les questions économiques, de vie, etc., en mars dernier, lorsqu'on a décidé de confiner. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision? C'est parce qu'on n'a pas les moyens dans les hôpitaux, des tests suffisants, des lits de réanimation. C'est pour ça qu'on est obligé de prendre ce type de mesures. Moi, je pense que ce type de mesure n'est pas cohérent avec le reste des mesures qu'ils sont en train de prendre. C'est-à-dire que l'objectif de mettre des masques obligatoires, de faire comprendre aux Français qui vont vivre avec le virus, n'est pas cohérent avec le fait d'imposer des mesures supplémentaires. L'objectif, c'est de montrer aux Français que globalement, vous avez porté un masque pour vivre avec le virus. Par contre, rajouter des mesures supplémentaires, ça n'a strictement aucun sens. Parce que c'est en contradiction avec l'objectif. Vous voulez discipliner la population française. Vous avez un discours très inquiétant. C'est en contradiction avec l'objectif du gouvernement. Moi, je pense que l'objectif auquel on doit aller, la question, c'est d'avoir un cap et d'avoir de la lisibilité dans le cap. Le cap qui doit être pris, ça veut dire globalement, le premier temps, ça veut dire nous allons vivre avec le virus, mais il faut aussi que la vie redémarre, il faut que l'activité redémarre. Donc, il faut en gros, mettre un minimum de contraintes pour se faire avec nos capacités hospitalières. Le deuxième point, c'est que la crise du coronavirus a démontré toutes nos faiblesses. C'est-à-dire que vivre dans une société de consommation n'est pas viable à long terme. On voit qu'on est un des pays les plus touchés, à la différence des pays est-asiatiques et notamment des pays nordiques comme l'Allemagne. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a proposé lors du discours de 14 juillet de changer de modèle. Il faudrait qu'il accélère vers avancer un modèle industriel et de savant. Ça, c'est le deuxième point. Et enfin, le troisième point, globalement, ce sont pour les aider. Le problème, c'est que ça va être très compliqué. Il faut opérer une grande conciliation. Si on décide de vivre avec le virus, moi, je pense que c'est possible. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas ajouter des contraintes supplémentaires au risque de rompre avec l'objectif initial et le pacte initial. Le pacte initial, c'est respecter les gestes barrières, soyez plus disciplinés collectivement et individuellement. Par contre, on vous laisse vivre. Oui, je voudrais, parce que ça fait quand même plusieurs fois que vous intervenez et que vous dites une phrase que je trouve terrible, il faut habituer les Français à vivre avec le virus. Je trouve terrible. Donc je vous invite à lire un petit opuscule de la Boétie qui s'appelle « Discours sur la servitude volontaire » et qui dit que c'est l'habitude qui crée la servitude chez les peuples. Je vais vous poser une question, madame. Vous étiez ministre sous le gouvernement Hollande, si je me rappelle bien. Oui. Le nombre de morts qui a provoqué le terrorisme et le nombre de morts qui a provoqué le Covid, quelles sont les mesures de restriction de liberté qu'on a prises en faveur du terrorisme et quelles sont les mesures qu'on a prises en faveur du Covid? L'objectif, c'est de privilégier la vie. Si c'est pour privilégier la vie, il faut restreindre la liberté
pour permettre de faire vivre Vous le avez national utilisé français. un très mauvais exemple parce que précisément sur les mesures de restriction des libertés au moment du terrorisme, je n'étais plus au gouvernement et en plus j'ai même été assez critique vis-à-vis d'un certain Vous êtes nombre cohérente dans ce cas-là. de ces mesures. Oui, j'ai une forme de cohérence de ce point de vue. Alors, concernant les restaurants, les bars, ils sont d'autant plus sous pression à Paris que la mairie envisage de leur demander aux restaurateurs ou aux cafetiers de tenir un registre de clients ayant fréquenté leur établissement pour pouvoir tracer les clients. Écoutez l'adjointe à la maire de Paris en charge de la santé publique. Nous, l'objectif, c'est vraiment que chaque café, chaque restaurant puisse tenir un registre dont les données seront évidemment transmissibles à personne et ne pourront pas être utilisées de manière commerciale et qui seront détruites au bout de 15 jours, mais qui pourraient être transmises uniquement aux autorités sanitaires si quelqu'un a été contaminé le soir, la journée où les personnes étaient là et donc qui ont donné leurs coordonnées. L'objectif, c'est pas de surveiller, l'objectif, c'est d'aider les gens à se protéger. Et pourquoi passer par les restaurateurs, par les bistrots? Eh bien parce que tout le monde doit être agent de prévention. Alain Fontaine, on vous en demande trop? Je dirais qu'on ne nous en demande pas trop parce que l'hôtellerie et la restauration, l'hôtellerie, la prise du téléphone est obligatoire, je vous le rappelle, quand quelqu'un réserve, le téléphone est pris. Pour les restaurants, sur les réservations, on prend pratiquement tout le temps maintenant le numéro de téléphone des réservations et en plus les plateformes numériques qui sont nombreuses maintenant, il y a beaucoup de plateformes numériques, conservent bien sûr les téléphones de tous ces gens-là. Donc ça, il n'y a pas de problème. Où on nous en demande trop, c'est pour les bars et pour les cafés, pour le demi, pour le petit café du matin. Vous savez, cet instant plaisir. Le restaurant, c'est un instant plaisir et un instant vital. Il faut manger au restaurant le midi, même si la pause déjeuner, c'est un peu raccourci. C'est anglo-saxonisé, entre guillemets, mais on mange quand même au restaurant. Par contre, vous avez un instant plaisir partout en France, qui est le petit café du matin, le demi de bière ou le thé quand on sort du travail, le verre de vin que l'on va prendre avec un copain ou une copine avant le théâtre ou avant le cinéma, ou tout simplement pour échanger. C'est des instants plaisir. Si on commence, vous imaginez, vous allez prendre un café dans un bar le matin, et bonjour, je voudrais un café, oui, votre nom et votre numéro de téléphone. Enfin, je veux dire, c'est ubuesque. Donc, vous allez le faire une fois, et la deuxième fois, vous irez plus là, vous irez devant votre machine à café au bureau. Vous savez, cette machine à café qui a eu la promotion d'un acteur américain bien connu. Vous irez devant cette machine, vous prendrez votre café. Cette machine à café, je vous rassure, ne vous sourira pas, vous ne demanderez pas ce que vous pensez du dernier match du PSG ou du dernier débat politique. C'est-à-dire que les rapports sociaux, les rapports humains, comme le disait M. de Benedetti tout à l'heure, n'existeront plus puisque vous serez devant des machines. Dans des entreprises de coworking, dernièrement, j'ai vu des tireuses à bière, ce qui veut dire que les gens sont en train de s'installer dans une consommation complètement interne à leur entreprise et ils ne peuvent vivre l'instant bar, le partage. C'est-à-dire qu'on va vivre entre soi, entre castes sociales, entre caste, je dirais, familiale, mais on ne va plus partager. C'est-à-dire que ce que disait tout à l'heure l'un de vos interlocuteurs, ce mode de vie, cet art de vivre qui est le partage et qui est une exception de la France, eh bien, va disparaître. Donc oui, je trouve ça choquant qu'on nous demande de prendre le numéro de téléphone pour un simple café ou un simple demi-bière. Alors, c'est choquant, mais on aura le résultat très vite. Les clients vont nous abandonner. Donc, à notre détresse morale et économique que nous avons aujourd'hui, va s'ajouter cette détresse-là. Donc, c'est très sympathique ce qui nous arrive en ce moment. On espère que les pouvoirs publics, que la mairie de Paris vous entend, parce que c'est quand même une situation qui est évidemment à prendre en compte. Merci beaucoup Alain Fontaine, président de l'Association française des maîtres restaurateurs, d'avoir réagi en direct sur LCI. Et l'autre motif d'inquiétude qui ne va pas arranger la situation des restaurateurs, des hôteliers à Paris, cette quarantaine imposée de nouveau par les Britanniques aux voyageurs venant de France. La guerre est-elle déclenchée
déclarée avec le Royaume-Uni, entre la France et les Britanniques. Londres donc impose cette quatorzaine aux personnes venant de France, aux grandes dames du gouvernement français. Regardez ce tweet du ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebbari, qui prévient que des mesures de réciprocité seront appliquées dans le champ des transports. Et écoutez la réaction ce soir de Jean-Baptiste Lemoyne, en charge du tourisme et des Français de l'étranger. C'est une décision que nous regrettons naturellement, parce qu'en France, nous traçons, nous dépistons, nous prenons les mesures qu'il convient. Pour autant, nous allons continuer à travailler avec les autorités britanniques pour que cette décision soit, nous l'espérons, la moins longue possible. Arnaud Stéphane, on n'est pas à armes égales dans ce bras de fer avec les Britanniques? Alors, je vais répondre à votre question. Je vais juste rappeler quand même que sur le territoire national, nous appliquons aussi cela. C'est ce qui se passe exactement en Nouvelle-Calédonie. Si vous arrivez en Nouvelle-Calédonie, vous êtes en quatorzaine. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de Français vivant en Nouvelle-Calédonie qui viennent en métropole pour voir de la famille et qui font très attention. Ils ont décidé de ne plus bouger de la Nouvelle-Calédonie, parce que s'ils partent en de la Nouvelle-Calédonie et qu'ils rentrent, c'est quatorzaine d'abord, puis dans un hôtel à leurs frais, puis après c'est bloqué chez eux pendant une durée. Donc ça existe, nous le faisons sur un territoire, puisque la Nouvelle-Calédonie, aux dernières nouvelles, est toujours française. Sur les Anglais les Anglais nous donnent une leçon de réelle politique et de politique de la langue tirée très régulièrement. Les Anglais ont décidé de nous montrer qu'ils faisaient comme ils voulaient. Voilà, c'est ce que nous n'avons pas fait, parce que nous avons été les seuls. Alors, nous avons utilisé des formules, des circonvolutions pour expliquer que les Allemands n'avaient pas vraiment fermé la frontière, ils avaient juste clos. C'était un peu curieux, alors que tout le monde savait qu'ils avaient fermé la frontière, que la frontière était fermée entre la France et l'Italie. Alors, elle n'était pas vraiment fermée, c'est-à-dire que les Italiens pouvaient rentrer en France, mais les Français ne pouvaient pas aller en Italie. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. Évidemment qu'il y a des frontières, évidemment que les États ont des intérêts particuliers et qu'ils ne veulent pas nous arranger, parce que la France a une position quelque peu curieuse sur le Covid. Et ils ont décidé d'appliquer des règles qui ne sont pas les nôtres. Nous découvrons quelquefois que nous sommes les seuls, quelquefois, à vouloir vivre en couple, le fameux couple franco-allemand. Mais on est avec nos amis européens. Personne ne veut vivre en coloc avec nous. Mais là, on l'a pas encore compris. Je vais pouvoir sourire, William T. et Dominique Bertinotti. William T. Il y a plusieurs données, c'est que les pays européens adoptent une logique qui est beaucoup plus protective que la nôtre. Quand on compare notamment les pays contrôlés venant de l'étranger, la France contrôle 32 pays, l'Allemagne en contrôle 160. Alors que pourtant, on est dans un marché commun, plutôt avec les 4 grandes libertés, c'est-à-dire la liberté notamment d'aller et venir. Donc il faudrait se poser la question de l'uniformisation des règles provenant des contrôles aux pays extérieurs du marché commun européen. Ensuite, sur la question du Royaume-Uni, je ne pense pas que c'est une question de guerre. Je pense juste que le système sanitaire britannique est moins bon que le nôtre. Donc il est encore moins résilient que le nôtre, le système britannique. Quand on fait un classement à peu près des systèmes britanniques, le système britannique il est à peu près au même niveau que l'Espagne et l'Italie. Il a à peu près le même niveau d'acceptation. Nous, on est un peu au-dessus et le meilleur, c'est globalement le système allemand. Si les Britanniques ont une deuxième vague, mais de même intensité que la nôtre, ils sont obligés de confiner avant nous, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'ils prennent ce type de décision. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas les moyens, dû à égard à leur système de santé, d'accepter beaucoup de cas de personnes touchées par le coronavirus, c'est pour ça qu'ils sont obligés d'être très protecteurs, d'imposer des mesures drastiques. Nous, on peut se permettre d'être plus conciliant, mais jusqu'à un certain moment. On est à peu près, en gros, il faut à peu près qu'on adopte des mesures un peu moins restrictives, mais à peu près égales à l'Espagne, l'Italie, à la Grande-Bretagne. À cette chose près, vous me permettrez juste, à cette chose près que quand les Anglais ont vu que la situation était très grave, ils ont monté un hôpital de campagne très important en quelques jours à Londres, dans un centre de congrès, quand nous avons mis 2 semaines à mettre des tubulaires pour faire une tente avec 15 lits. Nous, la difficulté, c'est que globalement, notre système est très bien qualitativement, mais il a des difficultés face à des grandes menaces en termes quantitatifs. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de cas, notre système ne tient pas. Et pourquoi notre système ne tient pas ? Parce qu'on a mal orienté notre système. Oui. On a 5 000 lits de réanimation, l'Allemagne en a 25 000 et pourtant on dépense le même nombre de dépenses publiques de santé. Comment vous expliquez cette crise hospitalière? Mais la crise, ce n'est pas uniquement une question de moyens, c'est une question d'affectation. Quand on compare,
en termes de dépenses publiques par habitant, la France a le même niveau que l'Allemagne. On a moins de lits de réanimation. Le personnel français, médecins, infirmières, sont moins bien payés que les Allemands. Globalement, quel est notre problème? Inertie administrative. On n'a pas concentré les hôpitaux, alors qu'en fait, on a beaucoup de petits hôpitaux. On n'a pas de grands hôpitaux à différence des Allemands. On a une politique qui est plutôt centralisée. La politique allemande est décentralisée dans les Länder. Et enfin, il y a des moyens. C'est que nous, on a tout mis sur le personnel administratif. En fait, on a 35% de notre budget qui va sur les coûts administratifs, alors que les Allemands mettent le paquet. Au-delà de la situation à l'hôpital, c'est vrai qu'on écoute ce que dit l'épidémiologiste Catherine Hill, qui dit que c'est normal que les Français se méfient parce que notre stratégie de test et de dépistage n'est pas la bonne. Écoutons-la. Ce qu'on vous donne comme chiffre de nombre de cas, c'est seulement 1/10 de ce qu'on estime. Le virus circule massivement et on ne le cherche pas. Donc, c'est assez normal que les Anglais s'inquiètent d'un pays qui contrôle aussi mal une épidémie. Arnaud Benedetti. Non, mais sur les Britanniques, bon, de toute façon, ils sont maîtres chez eux. Donc, en l'occurrence, c'est une décision souveraine. Bon, on ne peut que la constater. Mais moi, je pense que Boris Johnson, qui est quelqu'un qui a beaucoup de flair politique, indéniablement, dans cette gestion de crise, on a un peu manqué. C'est-à-dire qu'en fait, il a privilégié des paradigmes qui sont culturels, très anglo-saxons. D'abord, ce que lui disaient ces chercheurs, ces scientifiques, c'est-à-dire qu'il fallait atteindre une immunité collective qui permettrait de protéger la population. Et les Anglais sont très bons en sciences de la vie et de la santé. Ils font partie des très bons élèves sur le plan scientifique. Et puis, il a fait le pari qui est le pari finalement d'une culture politique, c'est-à-dire que là, on privilégie l'économie sur le sanitaire. Et comme c'est quelqu'un qui est quand même capable, et il l'a déjà montré, de comprendre sa société assez vite, en temps réel, il a très vite compris qu'il faisait fausse route. Mais depuis, il essaye de rattraper, en l'occurrence, ses manquements en tout début de crise. Et donc, ce qui explique aussi, en partie, cette décision aujourd'hui que prennent les autorités britanniques vis-à-vis de la France. Donc, moi, je ne suis pas tellement surpris qu'il soit, disons, dans cette démarche, mais c'est une démarche qui, encore une fois, obéit vraisemblablement à sa gestion ratée du début de crise. Puisque vous parlez d'économie, nous sommes justement avec un économiste en direct, Flavien Neuvy. Bonsoir, directeur de l'Observatoire CTLM. Merci d'être avec nous en direct. Si cette décision prise par les Britanniques peut se comprendre d'un point de vue sanitaire, c'est quand même une claque pour l'économie française. Oui, pour l'activité touristique, surtout qui n'avait pas besoin de ça, même si les Français restent évidemment massivement en France pour leurs vacances d'été. C'est vrai que tous les touristes étrangers, ou une grande partie des touristes étrangers ne sont pas là. On voit qu'il y a des zones qui sont en grande difficulté, Paris notamment, où il n'y a pas beaucoup de touristes. Et c'est tout un secteur très important de notre économie qui est en difficulté. La restauration et puis évidemment tout l'hébergement aussi hôtelier, mais même l'hébergement économique, même si dans certaines zones, notamment les campings, se portent plutôt bien. Mais c'est vrai que ce n'est pas une bonne nouvelle pour notre économie. Oui, ça a créé d'ailleurs un vent de panique aujourd'hui chez les voyageurs britanniques et français qui ont cherché à tout prix, et je pèse mes mots, à revenir dans leur pays avant d'être bloqués 15 jours. Écoutons-les. I think it's daft. It's silly. Why is it? Why? Because there doesn't seem to be that many more cases in France than there is in England. It's crazy. It's crazy. It's absolute nonsense. Je me suis levée ce matin en speed en prenant les billets vite pour éviter la quatorzaine des 14 jours qui disent à Londres. Donc là, ça y est, enfin là on part, on a le train pour 11h30, donc c'est cool. Flavien Neuvy, ça va être terrible aussi pour le tourisme d'affaires, pour les échanges. Si on est britannique, qu'on veut aller à Paris et revenir et on se dit on va être bloqué pendant 15 jours, les déplacements vont être limités. Oui, absolument. Ça nous rappelle une chose, c'est qu'après l'arrêt brutal, évidemment, de l'économie qui du jour au lendemain s'arrête à cause du confinement, le redémarrage qui a été plutôt assez positif au fond à partir du mois de juin, mais aujourd'hui on est dans une nouvelle phase où on voit bien que l'économie n'est pas complètement repartie, parce que tant qu'on a la menace d'une deuxième vague, tant qu'on a encore des restrictions, tant qu'on a encore des incertitudes sur l'avenir, tant qu'on a encore des entreprises qui ne fonctionnent pas à plein régime, évidemment, on a une économie qui n'a pas
retrouver ces niveaux d'avant-crise sanitaire. Et ça pose beaucoup de questions, notamment pour la fin de l'année. On sait que la rentrée sera compliquée pour beaucoup de secteurs d'activité. Et notre économie aujourd'hui, même si elle a redémarré, ne tourne pas à plein régime. C'est vrai pour la France, mais c'est vrai aussi pour tous les pays européens et puis même aux États-Unis, évidemment. Flavien Neuvy, vous restez avec nous. Dominique Bertinotti, vous vouliez réagir, évidemment. Oui, d'abord, moi je ne trouve pas très fin et très habile la réaction française à la décision de Boris Johnson. Je veux dire, M. de Benedetti l'a très bien expliqué sur la tactique de Boris Johnson et nous ne sommes pas les seuls à avoir ces discours erratiques sur la gestion de la crise. De là à... Et en plus, je crois qu'il ferme aussi la frontière à certains aux Pays-Bas. Oui, c'est pas uniquement contre les Français, uniquement contre les Français. Donc c'est une politique plus globale. Donc nous, on a foncé tête baissée dans la fameuse mésentente traditionnelle avec la Grande-Bretagne. Je suis pas sûre que ça soit à notre honneur. Et le côté de dire on va donc faire la même chose, ça fait un peu cours de récréation. Je pense que ça témoigne de la difficulté, là aussi, d'avoir des réponses sanitaires européennes. Ça, c'est évident. Hein. Et cette décision, Flavien Neuvy, vous l'avez dit, hein, n'est pas sans conséquence pour le tourisme, qui est déjà un secteur qui est très fragilisé suite à la crise du Covid-19, qui n'est pas terminée. Écoutons justement ces témoignages d'acteurs du tourisme qui sont très inquiets ce soir. J'ai des gens qui sont partis dès ce matin, alors qu'ils devaient partir que demain matin. Ils ont annulé leur dernière journée pour pouvoir prendre le ferry avant les 14e. C'est forcément une mauvaise nouvelle. Ils vont peut-être plus hésiter à venir puisqu'ils n'ont pas envie de revivre un deuxième. Certains acteurs du tourisme espéraient sauver leur saison. Et là, nouveau coup de bambou. Est-ce que ça ne vient pas rajouter, si ce n'est un coup de grâce, une difficulté supplémentaire pour le secteur ? Le secteur, si vous voulez, évidemment, misait beaucoup sur cette période estivale pour pouvoir se refaire une santé. Hein. Il ne faut pas non plus oublier que le printemps est une période très importante pour tout le secteur touristique. Ce printemps a été complètement mis à plat, si je puis dire, par le confinement. Donc l'idée, c'était évidemment d'essayer de reconstituer notamment les réserves de trésorerie pendant cet été. Et il y a beaucoup d'entreprises qui n'y arrivent pas. Et comme toujours, en pareil cas, malheureusement, ce sont souvent les plus petites et les plus fragiles d'entre elles qui sont les plus menacées. Donc c'est vrai qu'on fera le bilan au mois de septembre. Il y aura également le mois de septembre qui est un mois important pour l'activité touristique. On fera le bilan à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes. Même si les Français, il faut quand même le dire, ont joué le jeu, si je puis dire, sont partis en vacances, sont restés en France. Mais malgré tout, la France est l'un des pays, si ce n'est le pays le plus touristique au monde, avec environ 100 millions de visiteurs chaque année. Ils ne sont pas là cette année. Et malgré toute la bonne volonté des Français, évidemment, on n'arrivera pas à compenser l'absence des touristes étrangers et en particulier les touristes asiatiques qui, il faut le rappeler, dépensent beaucoup d'argent dans notamment les achats divers et variés qu'ils peuvent faire en France. Oui, Arnaud Stéphane le rappelait, hein, les Français, avec toute leur bonne volonté, n'ont quand même pas le même pouvoir d'achat que les Américains, les Qataris et les Britanniques vont manquer à beaucoup de restaurateurs et d'hôteliers. Est-ce que les milliards d'euros de plan de relance que le gouvernement a annoncé vont suffire à pallier ce manque ? En tout cas, sur certaines entreprises, les prêts garantis par l'État, il y a évidemment une entreprise comme Air France dont on a beaucoup parlé qui est soutenue par l'État. On a également Renault, donc il y a de grandes entreprises qui bénéficient du soutien de l'État et je pense que ce sera encore le cas à l'avenir si d'autres entreprises devaient faire appel à l'État. Au fond, la vraie question aujourd'hui, elle concerne plutôt les Français eux-mêmes, les consommateurs qui pendant ce confinement n'ont pas dépensé ou quasiment pas dépensé, donc ont accumulé beaucoup de réserves d'argent, beaucoup de trésorerie sur leur compte bancaire, ont mis aussi de l'argent sur les livrets d'épargne. Et la question, c'est de savoir ce qu'ils vont faire de cet argent. Est-ce qu'ils vont dépenser, consommer, ou est-ce qu'ils vont transformer cette épargne forcée en épargne de précaution? On peut penser qu'une partie de cette épargne sera conservée parce qu'évidemment, dans un contexte économique qui reste incertain, voire anxiogène, avec un chômage élevé, on a des Français qui auront plutôt certainement envie de garder une partie de leur épargne. On est de gros épargnants en temps normal et en temps de crise, évidemment, on a tendance à vouloir encore épargner un peu plus. Donc c'est ça la vraie question, c'est comment faire en sorte que les Français se remettent à consommer, j'ai envie de dire, comme avant,
pour permettre à notre économie de repartir le mieux possible. Ça vous fait sourire de manière ironique en plateau, Dominique Bertinotti et Arnaud Stéphan, qu'on compte sur les Français pour relancer l'économie, le tourisme? Oui, moi ce que je trouve assez inquiétant, c'est que finalement cette crise, c'est comme si chez certains économistes ou autres, on ne voulait pas le prendre comme un véritable signal d'alerte sur un mode de production, un mode de consommation qui finalement nous conduit à cette fragilité-là aujourd'hui. Et donc dire il faut revenir à avant et reprendre le même modèle de production et le même modèle de consommation, c'est comme ça que ça va repartir. Ben non, justement, les Français sont très adultes pour le coup et sont en train de dire ça nous oblige peut-être à changer nos modes de consommation, donc nos modes de production, et on peut très bien comprendre qu'effectivement ils soient vigilants sur quand on voit que certes il y a les mesures prises par Bruno Le Maire, mais on ne voit pas beaucoup le capital sollicité. On demande par contre aux salariés éventuellement de voir leur salaire diminuer. C'est un monde effectivement à l'envers. Il y a un très bon exemple pour montrer la différence de ce qui se passe en France et de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. En règle générale, l'épargne en France, on a poussé pendant très longtemps les gens à utiliser leur argent pour essayer d'investir dans la bourse, etc. Or, en France, c'est une épargne de sauvegarde presque, de sécurité. C'est le matelas pour amortir en cas de problème de la vie. Aux États-Unis, pendant la crise il n'y a pas longtemps, les foyers, les familles avec des difficultés ont reçu un chèque Covid de $1 200. Et il se trouve qu'ils n'ont pas acheté de téléviseur et surtout, les saisons sportives ont été suspendues aux États-Unis. Donc les gens n'ont pas parié. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'on est dans les pays anglo-saxons. Ils ont pris cet argent et il y a eu 400 000 comptes qui ont été ouverts chez Schwab, qui est un des plus grands agents de change. Et les gens ont acheté des actions. Voilà, ils ont investi, ils ont acheté des actions et ils ont acheté à quoi? Ils ont acheté des actions dans les nouvelles technologies. Voilà, nous avons deux systèmes et deux économies qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et on veut absolument, à marche forcée, demander aux Français d'être des retraités de Floride, alors qu'ils ne sont pas des retraités de Floride. Ils n'investissent pas dans des fonds de pension, ils ne mettent pas leur argent en bourse, parce qu'ils n'ont pas envie de la perdre et ils font ça pour eux, pour leurs enfants, pour leurs proches, pour essayer d'avoir un matelas de sécurité. C'est psychologiquement, c'est assez intéressant. Cette fascination pour l'épargne des Français, où je vois d'ailleurs il n'y a pas longtemps qu'il y a peut-être même une loi qui va être obliger les retraités à utiliser une partie de leur épargne pour la dépenser, etc. Il y a 2000 milliards d'épargne en France. C'est insupportable pour un certain nombre de personnes. Il faut qu'ils la dépensent, il faut qu'ils l'investissent, etc. Ce n'est pas le choix des Français. Je pense qu'on devrait un peu écouter les Français de temps en temps. Il y a quand même un élément. C'est-à-dire que si les Français avaient les mêmes placements, notamment que les Américains, ils se seraient plus enrichis, notamment les retraités. Et ils ne seraient pas certains en ce genre de difficulté. Non, c'est vrai, c'est montré. Pas le même mode de vie non plus. C'est montré sur la période 90, des années 90 jusqu'à 2008. Ça a été démontré sur ce point. Après, là où vous avez raison, c'est qu'on n'a pas les mêmes méthodes de comportement. Les Français sont ceux qui ont le plus d'aversion pour le risque. Et notamment dans les cas de crise économique et financière. Quand on compare la crise de 2008 et la crise actuelle, on voit que les Français, globalement, augmentent leur épargne parce qu'ils ont plusieurs incertitudes. Incertitude sur la question du retenant s'ils investissent. Avec la crise sociale et économique qu'on annonce, c'est pas évident d'inciter les gens à investir. La deuxième, c'est qui va payer la crise. Et, globalement, on a emprunté beaucoup d'argent. Qui va payer cette crise? Les ménages ont peur et ils se disent on est obligé d'épargner parce qu'ils vont investir. Oui. Donc ça, c'est le deuxième élément. Qui paye élément. le gratuit? Oui. Ensuite, sur la question du changement de modèle, globalement, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à vivre dans une société de consommation que les pays nordiques payent une société de Club Med, en gros, qui vit principalement sur les services et sur le tourisme. Moi, je pense qu'il faut basculer de modèle, il faut créer une nation industrielle et de savants, et globalement, s'adapter et puis avancer dans cette direction, capitaliser sur nos points forts, c'est-à-dire nos grandes écoles, pour avancer et globalement construire des gros conglomérats pour se baser sur l'innovation, la technologie et l'industrie. Flavien Neuvy, pour vous faire réagir à ce qui a été dit en plateau, est-ce qu'on a raison de demander encore aux Français de dépenser leur épargne quand on ne sait pas d'ailleurs qui va payer la relance à coût de milliards d'euros?
Bon, alors je vais faire plusieurs remarques. La première remarque, c'est que la consommation des ménages en France, c'est plus de la moitié de notre croissance économique. C'est-à-dire que si les Français arrêtent de consommer, consomment beaucoup moins, c'est notre économie qui s'effondre. C'est aussi simple que ça. Et quand on parle de consommation, on parle de culture également. Les Français, il faut qu'ils retournent voir les spectacles, il faut qu'ils retournent au cinéma, il faut qu'ils retournent dans les restaurants. Donc je crois qu'il ne faut pas être caricatural sur la consommation d'une façon générale. C'est un fait. La consommation des ménages dans notre économie est un élément extrêmement structurant. Et les Français sont plutôt raisonnables dans leur façon de consommer, ils sont plutôt responsables. Mais simplement, pendant 2 mois, ils vont accumuler sur l'ensemble de l'année environ 100 milliards d'euros d'épargne forcée. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette épargne? Je ne le sais pas. C'est une question qui est posée. Mais si on veut effectivement que l'économie reparte, et notamment tout un pan de notre économie, je parlais des activités culturelles qui pèsent lourd dans notre économie, il faudra bien que les Français dépensent cet argent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concernant le capital, puisqu'il a été évoqué des efforts qui sont faits par les salariés, et c'est vrai, il y a des salariés, notamment beaucoup de salariés, qui sont aujourd'hui, malheureusement, leur emploi est menacé, mais je rappelle aussi que les entreprises du CAC 40, pour la plupart d'entre elles, ont annoncé qu'elles suspendaient le versement des dividendes, et que les actionnaires des grandes entreprises qui encaissent des milliards et des milliards de pertes sont évidemment, eux aussi, soumis, si vous voulez, à un effort particulier. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes sur les mois qui viennent, ce sont des mois qui seront cruciaux. On espère que notre activité économique sera meilleure que celle que nous anticipions il y a quelques mois. On verra. En tout état de cause, c'est vrai que la remontée, si je puis dire, de la pandémie n'est certainement pas une bonne nouvelle et génère encore beaucoup d'incertitudes qui incitent à beaucoup de prudence dans les prévisions que l'on peut faire pour la fin de l'année. Merci beaucoup Flavien Neuvy, merci à William T, à Arnaud Stéphan, à Dominique Martinotti et à Arnaud Benedetti. L'info continue sur LCI.